salut la team, salut les sangs, comment ça va? Hey, sacrétisé. Incroyable, tu fais le jingle et tout. Exactement, bien évidemment, comment ça va la famille? Salam Seya, salam le Pélican, salam Adèle, salam Vagri, salam Lupus, salam Ginger. Merci beaucoup Vagri pour les 5 subs, 10 subs, et la richesse. Incroyable, merci infiniment la famille, merci beaucoup. Coucou Queen Tifada, coucou le Pélican. Il y a Pascal Pro qui est apparu là, c'est normal. Ah merde, mais j'ai changé l'alerte normalement. Pascal Pro qui est apparu, j'ai fait. Non, c'est pas possible, dire on se tape CNews toute la journée. Non, mais surtout qu'en plus. Et j'ai vraiment, tu sais, que j'ai changé l'alerte juste avant que t'arrives. Genre, j'ai. Parce que je me suis dit, mon Dieu, s'il vient et qu'il y a mon alerte de sub, j'ai peur qu'il se retrouve dans la sauce. Donc je vais juste changer l'alerte en vif. Désolé. Oh, mais tu fais comme. C'est juste, ça m'a fait rire de voir sa tête apparaître. Non, mais en fait, mon alerte de sub, c'est Pascal Pro qui cite Kershak qui dit je baise la mère à Bardella. Okay. Et donc, du coup, je pense que je vais quand même la changer. Ouais, ça sera peut-être plus. J'ai pas envie de te mettre. Voilà, plus républicain. J'ai pas envie de te mettre dans la sauce. Hop, copier. Tac. Merci beaucoup la famille pour le train de live. Merci. Hop, juste je change ça en vif. Oh, je te mets dans la galère. Non, tranquille. Normalement c'est bon. Oh là là. Et ça va vite, hein. Ah, ça va tchac. Hop là, est-ce que c'est bon? Y'a personne qui veut lâcher un sub pour voir si c'est bon ou pas? Tiens. Bon, j'espère que vous allez bien la famille. Je suis en très grande compagnie aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Raphaël Arnaud. Donc, je suis très contente. Merci d'avoir accepté l'invitation, le sang. Merci. Et merci pour l'invitation, en plus le jour de ton anniversaire. Ouais, t'as vu. J'ai appris ça en arrivant, donc souhaitez-lui bien. Voilà. C'est incroyable. Ça fait plaisir d'être là. Est-ce que vous fêtez votre anniversaire avec Raphaël Arnaud? Parce que moi, oui. Voilà. J'ai pas amené de gâteau, je suis désolé, je ne savais pas. C'est pas grave, je t'en tiendrai rigueur, je ne voterai plus jamais pour la FI, c'est terrible, je me sens trahi. Merci la famille Courseveur de fou. Ouais, que des restas ici. Donc, Raphaël, qui es-tu? D'où viens-tu? Non, je rigole, on n'est pas chez Zach Nadi. Non, mais en vrai, je suis hyper contente de te recevoir. Pour ceux qui savent pas, même si je pense que les 3/4 du chat, vous savez qui est Raphaël Arnaud, tu es donc un militant Antifa, mais tu es aussi un député à la FI. T'es un jeune député parce que t'as été élu là. Oui. Et donc du coup, toi, ton travail, en quoi ça consiste concrètement? Ça veut dire quoi? C'est quoi être député? Ben c'est comme je te disais, parce que juste avant on a un peu parlé, je vois ça comme une continuité, c'est-à-dire que t'as très bien fait de me présenter en tant que militant antifasciste, parce que je me considère toujours comme militant antifasciste, avec cette particularité évidemment assez dingue dans la période, que d'avoir ravi une circonscription ORL, mais peut-être on y reviendra, et de siéger dans cette institution, ça pose des contradictions, de fait, parce que c'est pas forcément des lieux où on est les bienvenus, c'est pas forcément des lieux qui nous sont propices, tout est fait dans ces institutions pour quand même profiter au système bourgeois, ni plus ni moins. Et donc on est ces espèces de vilains petits canards au milieu de cette institution à se battre, à se démener pour, si possible, obtenir des choses, même si on se fait pas d'illusions. Nous, en allant à l'Assemblée nationale, on s'est jamais dit, ça y est, on va changer le monde de A à Z, etc. C'est juste qu'on a vu ça comme un outil, un prolongement pour combattre l'extrême droite là où elle se sent la plus à l'aise, là où aussi elle tente de conquérir de nouveaux espaces. C'est pour ça qu'on a toujours dit, encore une fois, une forme de continuité, c'est qu'à la fois j'ai combattu des milices néo-nazis armées dans la rue, ça m'a valu d'ailleurs quelques emmerdes chez le ministère de l'Intérieur, mais ça fait partie de notre histoire, ça fait partie encore de notre actualité avec la jeune garde, et on a vu l'extrême droite qui, si elle était déjà présente à l'Assemblée nationale, elle était minoritaire, qui là aujourd'hui est arrivée en force à l'Assemblée, et a fait de cette institution une volonté d'intrusion très forte de leur part. Et donc on a eu cette volonté, c'est un peu ça finalement entre antifascistes, c'est aller partout où il y a l'extrême droite organisée, nous on se pointe et on vient leur mettre des bâtons dans les roues autant qu'on peut. Et après le travail du quotidien en tant que député, c'est le travail parlementaire de tout député, c'est-à-dire siéger dans l'hémicycle. Moi je suis dans une commission, c'est affaires culturelles et éducation. Il y a aussi du sport dedans, c'est une commission, il y a pas mal de choses, il y a l'aspect jeunesse, mais principalement en gros c'est éducation et culture. Et voilà, donc c'est du travail parlementaire, c'est aussi du travail sur la circonscription, donc là où j'ai été élu, c'est-à-dire Avignon, Le Pontet et Morières. On va en reparler. Il y a quand même deux communes sur 3 qui appartiennent au RN, donc c'est quand même particulier d'évoluer aussi politiquement. C'est ça, c'était une question que j'allais te poser. Et c'est aussi le but que d'aller mener bataille dans ces endroits.
Mais voilà un peu la situation. Donc une continuité, encore une fois, je découvre plein de choses. Moi je suis très humble par rapport à ce qu'on commence à faire. Je me prétends pas du tout expert sur ces sujets-là. J'apprends beaucoup de choses, j'écoute beaucoup. J'ai commencé à prendre la parole aussi de plus en plus en hémicycle, à la fois pour interpeller le gouvernement et à la fois aussi sur la dernière loi qui a été antisémitisme dans l'enseignement supérieur. Ouais. On sait toute l'instrumentalisation raciste aussi qu'il peut y avoir derrière ce genre de projet de loi, répressif aussi, avec la situation aussi évidemment à Gaza. Bref, donc tout ça pour dire qu'on mène ce travail-là, j'apprends beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie, d'effort, mais on est chaud. Et surtout, ce que je me tue à répéter, c'est que depuis tout jeune, on nous répète que ces endroits, ils sont pas faits pour nous, qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'a pas les capacités, etc. Et tout nous prouve le contraire. Il y a évidemment plein d'autres personnalités, je pense à Sébastien Delegui, avec qui j'ai beaucoup discuté de cette histoire de sentiment d'imposteur. Voilà, d'imposteur. Sébastien Delegui, ça fait depuis 2022, je crois qu'il est élu. Il a encore ce sentiment. Ouais. Tu vois. Parce qu'il y a un vrai rapport de classe sociale aussi, tu vois, surtout que ce soit Sébastien Delegui à Marseille, en plus les quartiers nord, donc un peu cette vision très biaisée de bon, le mec il est pas instruit, il a du mal à lire, donc ce truc très méprisant en fait, il y a un vrai mépris de classe. Et pareil pour toi, avec le côté en plus tatoué qui correspond pas dans les codes de la bourgeoisie, tu vois, et donc du coup d'arriver face à l'Assemblée nationale qui en plus est de plus en plus raciste, quoi, tu vois, ça crée une vraie dissonance chez certains, mais ça fait beaucoup de bien chez d'autres comme moi, où moi j'ai par exemple grandi dans un environnement très politique et j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère est très politisée, elle m'a politisée jeune, mais c'est vrai que j'ai toujours été en mode oui bon de toute façon les gauchistes vous êtes pas très fun quand même, tu vois, même si je suis de gauche, c'est ça se branche sur Karl Marx, c'est très pureté militante, et en fait je me retrouvais ni dans la droite parce que foncièrement on partage absolument pas les mêmes valeurs, ni trop dans la gauche parce que en fait on me rappelait qu'on le veuille ou non à ma condition de ma belle, t'es quand même un peu une banlieusarde, tu vois. Et du coup, de voir des personnalités évoluer comme toi, comme Delegui, comme même David Guiraud, qui ont un peu aussi nos codes, qui parlent avec nos mots et tout, ça fait vraiment du bien. Et j'ai l'impression que ça amène un nouveau souffle aussi à la gauche, qui, moi j'aime bien le dire, se glamourise un peu plus, tu vois. Et en vrai, c'est hyper important. Et moi, il y avait une question que je trouvais hyper importante à te poser, c'est que toi, tu as évolué en tant qu'Antifa, mais comment tu as eu toute cette évolution ? Est-ce que tu es venu dans une famille qui était militante, politisée ? Est-ce que tu t'es politisé tout seul ? Est-ce qu'il y a un événement qui a pu aussi te parler ? Moi, je sais que la mort de Clément Méric, elle m'avait vraiment affectée énormément, et donc forcément, peut-être un peu radicalisée sur certaines questions aussi. Quand je dis radicalisée, bon, on se comprend, tu vois. Mais comment ton parcours militant, il s'est fait ? Ma famille, elle n'est pas particulièrement militante au sens organisé. Ma mère était syndiquée, mais il n'y avait pas un engagement partisan dans un parti ou quoi. Par contre, c'était quand même très culturellement politique. On discutait beaucoup de politique. Moi, je me souviens quand il y avait des présidentielles, des élections, ou même en dehors des élections. Puis après, c'est plus de la culture, enfin, c'est plus de la politique. J'en sais rien. Moi, c'est des choses très bêtes. Je vais vous donner un exemple. Moi, je me souviens, il y avait là où j'habite, il y avait une bagarre. Il y avait je sais pas, un 15 contre 20. Moi j'étais petit en plus, ça fait peur, tu vois, un 15 contre 20 et tout, ça se tapait, machin et tout. Ma mère elle intervenait dans ces cas-là. Elle arrivait, elle disait non, mais arrêtez de vous battre, nanana. Et en vrai, moi je connaissais pas beaucoup des parents qui allaient intervenir dans ce genre de cas. Tu vois, les gens ils ont tendance à baisser la tête, à machin. Et juste le fait d'intervenir, c'est pas très politique et tout, mais ça en dit beaucoup sur le rapport aux gens, le rapport aux choses, le rapport à la société. C'est des petits événements comme ça. Elle m'avait emmené aussi, la toute première manifestation que j'ai faite, j'avais 6 ou 7 ans je pense. C'était au moment où y a la guerre en Irak, notamment avec Bush, etc. Et c'est ma première manif, c'était vraiment un truc de pour la paix en gros, contre l'intervention des États-Unis. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, forcément ça politise, puis après on discutait sur la politique. Et par contre, il y a un événement vraiment très marquant, il y en a eu une succession, c'est jamais un événement, mais c'est une succession de choses, mais là qui m'a radicalisé au bon sens du terme. De la lutte contre l'extrême droite, c'est que en 2010 c'était les retraites, le Sarkozy à cette époque-là, j'étais en 3e au collège, on avait tenté de bloquer le lycée d'à côté. Déjà ça me rappelle une époque. En 3e on allait bloquer les lycéens d'à côté, tu vois. Mais bon, du coup avec quelques collègues on part au centre-ville de Lyon à l'époque, et bon, moi je suis un des seuls blancs de l'équipe. Et en fait, on se fait prendre en chasse par des néo-nazis, ils étaient environ 300 quand même, ils avaient un gros cortège pour attaquer la manifestation, et ils se sont mis à chasser tous les groupes de jeunes. Qui avaient plus ou moins votre âge ou qui étaient plus âgés ? Ah eux, ils étaient plus âgés, ouais.
La moyenne d'âge c'était entre 20 et 40 ans je dirais. Ok. Quand t'as des gros darons qui te courent après avec Ouais. des couteaux et des matraques et Oui, des barres en tu fer. vois un peu flou, ouais. Ouais, du coup on a couru en vrai, on a pas fait les suicidaires quoi, on a couru ce jour-là évidemment, il y a eu la peur etc. Et derrière ils ont fini par attaquer la manifestation. Ok. Le cortège syndical les a repoussés, moi forcément j'ai pensé aussi à ma maman qui était dans le cortège syndical, ouais, même si elle a normal. pas du tout été touchée, mais ouais, il y a tout un tas d'émotions aussi qui se sont mis à un truc. Et surtout c'est la première fois que je découvrais qu'il peut y avoir des gens qui soient néo-nazis, je savais que ça pouvait encore exister, mais ça me paraissait déjà assez absurde, mais qui soient organisés, qui décident de descendre dans la rue, qui passent devant la police, normale, armée, vous vous doutez qu'ils ne sont pas trop intervenus, Bah ouais, de ouf. qui font des saluts nazis normales devant les gens, Ah, c'est une qui dinguerie. crient des sales bougnoles comme ça à courir dans la rue après des gens parce qu'ils ont pas la bonne couleur de peau ou la bonne religion supposée, etc. Là tu te dis, waouh, Ouais, il se passe un truc. ah ouais, c'est un délire, tu vois. Là, vraiment, je C'est suis- dinguerie. C'était presque un truc d'orgueil et de dignité de me dire, plus jamais. Ouais. Pour plus jamais, je fais semblant de ne pas avoir vu ce que Ouais. j'ai vécu ce Oui, jour-là. oui, tu vois. je veux plus être cette petite personne qui a eu peur, c'est mort, tu vois. C'est fini. Là, c'est hyper violent parce que, Voilà. en plus, moi j'ai habité toute ma vie quasiment en banlieue. Et donc c'est vrai que nous on a grandi vraiment avec tout le monde, tu vois. Des Noirs, des Arabes, des Juifs, des Asiates. Enfin, c'était vraiment hyper multiculturel. Et quand je suis allée à Avignon, pour le coup, j'ai vu que vraiment, bah en fait, c'est pas le cas, tu vois. Et on a ce truc un peu parisien centré, tu vois, banlieusard centré. On se dit en vrai, le racisme, on sait qu'il existe, on y fait face. Mais quand tu vas dans d'autres villes, tu réalises qu'il est beaucoup plus présent, tu vois. Et à Lyon, il y a vraiment ce truc de, bah, oui, il y a beaucoup d'antifa, mais il y a vraiment des nazis de ouf. Ouais. Alors que, bah, à Paris, alors maintenant, ils se gênent plus trop, quoi. Oui. Mais il y a 20 ans en arrière, bah, tu les voyais pas, quoi. Oui. Et je trouve ça dingue que dans une ville comme Lyon, en fait, ils aient toujours existé, ils aient toujours été fiers d'exister. Et du coup, comment toi, ça t'est venu, ce truc de, justement, tu vois, il y a une manif, machin et tout. Et comment t'évolues après ça? Tu dis bon là faut qu'on crée un collectif, faut qu'on crée la Jeune Garde. Comment ça te... Parce que t'es aussi un cofondateur de la Jeune Garde. Merci beaucoup la famille pour les subs, merci infiniment, merci la famille. Bah, tu vois, 2018, c'est la création de la Jeune Garde. Ouais. Janvier 2018. Donc là, je t'ai dit 2010. De 2010 à 2018, il se passe énormément de choses. Je continue à me politiser à mort. Je suis révolté de plein de choses. Je suis en colère contre plein de choses. Mais j'ai pas les mots dessus. Ok. J'ai pas la colonne vertébrale Ouais. qui permet d'analyser des événements, tu vois, qui révoltent, etc. Et là, vraiment, à ce moment-là, je suis notamment tout mon lycée, j'essaye d'aller voir. Je suis allé voir Attaque, je suis allé voir les JC, je suis allé voir n'importe quelle organisation qui pouvait amener quelque chose à un temps soit peu. Même si j'avais pas du tout envie de m'encarter, j'étais pas du tout dans, comme t'as dit, la gauche pas Ouais. très sexy, pas très glamour. Ouais, pas très glamour, ouais. C'est une réalité, je l'ai vécu aussi, et notamment aussi pardon, chez les antifascistes. J'en avais pas rencontré beaucoup, déjà, Ouais. c'est une réalité. Et le peu que j'en avais vu en manifestation, etc., ça m'intéressait pas. En tout Ouais. cas, l'expression qui était démontrée, Mm. c'était très radicalisant, mais radicool, je sais pas comment dire, mais Oui. Un peu... se faire plaisir dans la radicalité Oui. sans l'imposer. C'est Tu vois ce que je veux vraiment dire, ou pas un truc de posture, un peu se Ouais, dire, très posture. se dire radical, Voilà. mais en fait, qu'est-ce que tu Exactement. apportes comme solution de fond finalement, quoi. C'est ça, avec des slogans généralement très durs, très violents, pour des gens qui, manifestement, en tout cas, moi je les avais pas vus à l'œuvre vraiment faire reculer les fascistes, ne serait-ce même des fois physiquement lorsqu'ils attaquaient, etc. Du coup, j'avais beaucoup de distance avec ces milieux-là, et je me suis mis à commencer quand même à agir, parce que voilà, durant la loi 2016, loi travail, du coup sous Hollande, c'est là où peut-être le mouvement, je me suis le plus impliqué, beaucoup plus consciemment et beaucoup de Parce que là, t'es façon encore plus jeune en organisée. plus. Et là, à ce moment-là, c'est ma première année de fac. Ouais. Je suis à Lyon 2, à la fac. Et voilà, durant tout le mouvement, on est confronté à l'extrême droite en fait. Et même quand ils sont 50 et nous, il y a un cortège de 2000 jeunes, encore une fois, avec des slogans très radicaux, etc. Mais il y a 50 fascistes qui nous courent dessus, ça part dans tous les sens. Moi, je me souviens de m'être retrouvé à 3 contre 50 néo-nazis. Parce que juste en fait, t'as tous les gens qui crient des trucs. Ils sont là, Ils sont non, partis à 400 mètres. non. Et du coup, là, t'es en mode ah, mais on n'avait pas dit ça. C'était pas le C'était but pas le à la truc base. prévu à la base. Et effectivement, les seuls que je vois en capacité de repousser les fascistes, c'est les cortèges syndicaux, en vrai. Enfin, en tout cas, les services d'ordre syndicaux. Et là, je me dis, attends, il y a un problème là. En fait, parce que nous, la jeunesse, fallait à un moment donné qu'on soit en capacité de répondre à ça et de la meilleure façon possible. Parce que le SO syndical gérait son cortège. Du coup, tant que l'extrême droite venait pas jusqu'à eux, ils s'en souciaient pas trop. Ils étaient en mode, ok, Et du coup, il y chacun avait quand sur même une chacun. problématique. Nous, on voulait empêcher l'extrême droite Bien sûr. d'agresser tout le monde à tous les étages et il fallait qu'on s'en donne les moyens. Donc, on a commencé à réfléchir, à cogiter. On a rencontré d'autres antifascistes durant ce mouvement Loi Travail qui avaient une expérience très concrète, notamment de 2010 à 2014, je dirais. C'est là où les identitaires se sont imposés le plus violemment à Lyon. Il y a eu des coups de couteau, on a parlé de Clément Méric. Oui. On a failli arriver à plusieurs fois des situations où il y a des jeunes qui ont failli mourir
notamment après des coups de couteau dans le Vieux-Lyon, etc. Donc il y a eu une succession de violences de 2010 à 2014, le moment d'implantation de génération identitaire qui a été très très dur. Et il y a des antifascistes qui ont vécu cette période-là et qui se sont affrontés durement. Et ça a été une vague énorme pour nous de prise de confiance en soi, de se dire que c'était possible et puis même tu te retrouves avec d'autres personnes qui partagent les mêmes idées que toi et tu dis ok, il y a peut-être un espoir finalement. Et qui y sont allés aussi, c'est très bête, mais jusqu'ici moi j'avais jamais rencontré personne qui est allé franco quoi, qui se sont dit, parce qu'en vrai, je suis pas en train de glorifier ce qu'a fait la Jeune Garde, parce que évidemment que c'est vraiment, moi je pense que c'est par la stratégie qu'on a réussi à gagner tout ce qu'on a gagné sur le terrain, je parle très concrètement face aux fascistes, etc. Plus que par un héroïsme physique, etc. Faut pas du tout enjoliver ça, c'est vraiment par stratégie que petit à petit on a remporté des victoires. Mais au début, il faut bien se dire que c'était un peu suicidaire, quoi. Vraiment, quand on a commencé en 2018, on était 10, c'est un peu David contre Goliath, quoi, tu vois. Il y a un peu ce monstre qui est organisé depuis des années, parce qu'il y a un vrai truc avec l'extrême droite qui est organisé, qui, même si t'as des trucs comme le GUD qui ont été dissous, en vrai existent encore et qui s'organisent dans l'ombre depuis des années et des années et des années. Et puis il y a 15 petits pecnos comme ça, ils ont 18 ans à la rage de vivre. On y va, tu vois. Et ils avaient 5 locaux quand même. C'est une dinguerie. 5 locaux publics, c'est-à-dire que c'est pas des locaux où on savait qu'ils étaient là, etc. C'est public, avec des activités toutes les semaines, avec des attaques des fois plusieurs fois dans le même week-end. C'est-à-dire que même des fois plusieurs fois dans la même soirée. C'est-à-dire qu'on avait un groupe d'une dizaine de fascistes qui allaient agresser à la sortie d'un bar LGBT telle personne, un autre groupe de fascistes qui ont foutu un noir tout nu dans la rue, qui lui ont foutu des tartes. Non mais genre c'est un truc de ouf, tu vois. Et ça c'était Lyon. Et c'était normal. Ils se pointaient autour des manifestations, peu importe la manifestation d'ailleurs sociale, sur la question des migrants, peu importe, ils venaient et ils tartaient des gens, tu vois. Et les personnes, non mais c'est fou quand même. Ils rigolaient en fait, ça les faisait rire. Je me dis, c'est une dinguerie. En vrai, d'avoir autant la haine d'autrui comme ça, tu vois ce que je veux dire, c'est comment tu grandis en ayant en fait ton identité propre, c'est de détester l'autre. Et je trouve ça dingue, tu vois, de me dire frère, il y a des mecs qui sont là, ils ont 45 ans, au lieu d'aller charbonner, ils vont aller tarter des gamins. Tu te dis frère, c'est trop, tu vois. Lyon, ils sont trop à l'aise, c'est une dinguerie. J'ai l'impression qu'à Lyon, ils sont trop à l'aise, oui, mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on voit que ça se démocratise dans absolument toutes les sphères, tu vois, et dans tous les lieux en France. Il y a un film qui, moi, m'avait énormément marqué, je sais pas si tu l'as vu, il s'appelle Les Rascals. Et c'est un film qui m'avait grave parlé parce que ça parlait justement de l'extrême droite face aux jeunes communistes et à une espèce de petite bande qui était antifa, mais vraiment c'est des mimi quoi. Et en fait c'est vraiment une espèce d'effet papillon où en gros t'as un Renoir et un Arabe qui sont jeunes et qui se tapent et ils se retrouvent face à un néo-nazi, tu vois, qui leur éclate la gueule. Et là t'as un bond dans le futur. Et en fait, donc on voit que ces deux potes sont devenus hyper srab, depuis cette embrouille. Et c'est devenu un peu des skinheads, tu sais, un peu ska, punk, tout ça. Ils vont chez un disquaire, et en fait, le disquaire, c'est de néo-nazis. Ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent, et là, t'as le rebeu qui lui éclate la gueule, sauf que t'as la sœur du mec qui voit tout. Et en fait, t'as un espèce d'effet papillon où le mec il finit à l'hôpital et tout, sauf qu'on apprend que le mec s'est repenti et qu'il est en mode en fait, ce qui m'est arrivé c'est juste logique, moi je veux juste plus rien avoir à faire avec ça, voilà, c'est comme ça, machin. Sauf que la sœur, ça devient une turbo-nazie et elle est à Assas. Et donc elle rejoint le GUD, machin et tout, elle se fait complètement embrigader dans la haine. Et c'est un film qui m'avait grave marqué parce que le mec qui a fait ça, il a mis des années avant de créer ce film parce qu'il avait pas d'archives de en fait comment l'extrême droite s'organisait, de comment on avait ces trucs dans les années 80 de ratonnade, alors qu'en fait c'est quelque chose qui culturellement a existé, qui culturellement existe encore et qui revient aujourd'hui. Et moi j'ai l'impression que du fait qu'on mette tout ça sous le tapis, finalement on a l'impression que oui, l'extrême droite ça s'est calmé, que machin, que c'est, et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec le RN, Éric Zemmour, Bruno Retailleau qui nous dit en 4K qu'on peut abattre le voile et du coup t'as vraiment ce truc de se dire comment nous en tant que jeunes, ou même pour les plus jeunes qui nous regardent, comment on peut se mobiliser, comment on peut faire pour que l'extrême droite recule, parce qu'il y a aussi une vraie déception, tu vois, de la part des jeunes. Moi j'ai plein de potes qui sont allés voter pendant les législatives et qui, tu vois, qu'on les a matrixés à dire allez faut voter LFI, faut voter NUPES, machin, et en fait finalement tu votes, ça sert à rien, toi tu leur dis oui du coup il faut pas que voter, mais bon en même temps ils ont pas que, tu vois, donc comment on arrive à ne plus être dans ce dooming constant, tu vois. T'as répondu en partie, le fait de dire, moi j'ai répété tout le long de l'élection, parce que bon, de toute façon je suis militant donc j'allais pas inventer des choses et je mentirais jamais à ce niveau là, j'ai toujours dit durant toute l'élection on va pas changer votre vie. Oui. Tu vois, c'est très con, bien sûr. Mais je ne supporte pas
qu'on infantilise ou qu'on prenne les gens pour des teubés, tu vois. Non, on va pas changer votre vie à travers ce vote. Par contre, il faut aller voter. Je pense qu'il fallait le faire et il faut continuer à le faire parce que l'extrême droite utilise le vote aisément. Donc il faut le faire. Par contre, derrière, il faut se mobiliser à tous les étages. Que si seulement tu vas mettre un bulletin dans l'urne, déjà t'es pas à l'abri que tes élus te la mettent à l'envers. Ouais. Moi j'ai toujours dit ça, faites jamais confiance aux élus. Moi je peux vous raconter ce que je veux, ensuite derrière ça peut très vite monter à la tête. Entre ce qui est dit et... tu peux très vite avoir la tête qui tourne dans ces institutions, avec tout l'oseille qu'il y a aussi dans cette institution, faut le dire. Enfin, il y a tout un mécanisme qui peut se produire. C'est pour ça que c'est très important le collectif, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un lien avec ces élus entre guillemets, et derrière il faut se mobiliser à tous les étages, partout. Moi je maintiens le fait qu'il faut combattre l'extrême droite partout, par tous les moyens nécessaires. C'est un vieux slogan malcolmique, bien etc. sûr. Mais c'est un slogan qu'on a voulu appliquer quoi, nous avec la Jeune Garde, se dire en fait on se refusait rien, on ne se refuse pas d'aller à l'Assemblée nationale, on ne se refuse surtout pas dans la rue que de repousser des attaques de l'extrême droite, etc. C'est quelque chose qui était très clair dès le départ et qu'on va continuer à maintenir. Menace de dissolution ou pas dissolution, on va continuer à maintenir. Donc ça c'est quelque chose sur lesquels on doit se tenir. Mais juste pour vous rassurer quand même un peu à Lyon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un peu minimisé parce qu'il y a eu toute la période électorale, donc ça a pris beaucoup de place médiatiquement. Mais en fait on a gagné quelque chose d'exceptionnel à Lyon, c'est qu'en juillet 2024, du coup durant les élections, on a obtenu la fermeture des 2 derniers locaux, notamment les identitaires, qui étaient historiques depuis 2010, qui était la maison mère au niveau européen. Mais il n'y a plus de locaux d'extrême droite publics à Lyon. On en avait 5 en 2018, il y en a plus, c'est un objectif qu'on s'était fixé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de milices d'extrême droite à Lyon, ce serait faux de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de violence, c'est juste qu'on a réussi à espacer les violences à environ tous les 2 mois, il y a une violence de l'extrême droite, on va dire ça comme ça. Avant, il y en avait tous les week-ends. Sauf qu'avant, personne n'en parlait, ou très peu, ou de façon très. C'est comme ça, c'est Lyon, mais sans machin. Maintenant, chaque fois qu'il y a une violence de l'extrême droite, on arrive à la médiatiser. Et on arrive, si possible, à les contrer. C'est quelque chose de très bête. Aujourd'hui, tenir un rassemblement antifasciste à Lyon, on sait qu'on se fera pas attaquer. Oui, parce qu'il y a vraiment... moi, je le vois parce que j'ai habité à Marseille pendant très très longtemps, pendant 6 ans à peu près. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc j'écoutais beaucoup de métal, de hardcore et tout. Et donc, du coup, il y avait beaucoup d'antifa, tu vois, dans ces milieux-là, qui étaient en mode, ouais, mais nous, à Lyon, on est trop forts et tout. Et c'est un truc, tu vois, avec lequel j'ai toujours grandi de la Jeune Garde à Lyon qui fait reculer les fachos. Et t'as dit un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que t'as dit, avant, on ne médiatisait pas les attaques de l'extrême droite et aujourd'hui on les médiatise et ça je trouve que c'est hyper important de le dire parce que en effet dans les médias les grands médias BFM, CNews et tout, bien sûr qu'on va pas en parler. Par contre j'ai quand même l'impression qu'avec l'avènement des réseaux sociaux il y a de plus en plus de personnes qui relaient les actes racistes, les actes xénophobes, homophobes et tout qu'on peut avoir en France et je trouve que c'est hyper important de aussi souligner ce point là pour dire oui alors c'est depuis on a l'impression que l'extrême droite monte de ouf et c'est le cas mais il y a aussi une volonté de la combattre de plus en plus forte. C'est juste que j'ai l'impression que les gens ne savent plus trop comment faire parce que les manifestations sont complètement réprimées, parce que t'es un peu isolé et du coup le fait que toi t'arrives et que tu dises moi aussi j'ai eu ce sentiment là pendant très longtemps et au final j'ai réussi à trouver un moyen de lutter, je trouve que ça peut donner quand même beaucoup d'espoir aux personnes qui nous regardent quoi. Et surtout se dire c'est un moyen parmi d'autres. C'est-à-dire ce qu'on a fait avec la Jeune Garde, c'est dans une situation donnée très particulière où l'extrême droite est extrêmement puissante dans la rue, dans sa capacité à être violente, etc. Et puis, nous, on a toujours dit, avec la Jeune Garde, on fait une partie du travail antifasciste. On essaye d'aller sur tous les terrains, mais en tout cas, on donne une partie, et une des recettes en tout cas, et après, derrière, c'est partout, quoi. Tu vois, nous, on a mis en place le porte-parole là, mais il a rien que ce que tu fais en soi, tenir des streams, etc. Évidemment, t'es pas la seule, heureusement. C'est pour moi une partie de la recette aussi antifasciste, tu vois. D'alerter, de motiver les gens, de rendre la gauche plus glamour. Comme bien sûr, la gauche d'habitude, c'est nous. Hey. mais évidemment que ça participe aussi à contrer l'extrême droite à tous les niveaux et à toutes les échelles. Et de toute façon, la recette antifasciste, elle viendra pas d'une organisation, d'une personnalité. Non, de toute façon, pour moi, la réussite, elle est collective. Tu peux pas vouloir une réussite individuelle, même en termes de collectif, parce que dans ce cas-là, en fait, tu vas laisser les autres sur le bas-côté, quoi. Et pour moi, la réussite, c'est de voir des personnes comme toi, comme Delogu, comme David Guiraud,
qui arrivent et qui disent en fait nous on représente les gens qui ne sont pas écoutés et demain on sera encore plus nombreux dans ces espaces là qui ne veulent à la base pas de nous. Et il y a énormément de gens, je pense notamment à ma meilleure amie tu vois qui est d'ailleurs sur le stream, qu'elle n'était pas du tout forcément intéressée par la politique ou quoi, mais de voir des personnalités comme vous, ça lui a permis aussi de se dire ah mais en fait c'est peut-être pas si gros cerveau que ça, et en fait la politique elle nous touche tous, à moi aussi de faire ce pas, à moi aussi de me dire comment je peux lutter, de quelle manière je peux lutter. Et je trouve que c'est grave important de prendre tous ces petits espaces qui ont tendance à être oubliés, quoi. Et je le redis, mais ce truc de légitimité, si vous savez comme ça me rend fou. Tous les gens qu'on rencontre, que ce soit là sur Avignon, quand on va dans les hôpitaux, évidemment le personnel de santé, là récemment c'est mobilisé sur une école à Avignon parce que c'est la cata, les parents d'élèves ils galèrent, etc. Il y a un nombre de pépites, et notamment dans les quartiers populaires, mais de pépites, je vous assure, qui ont la tête sur les épaules, mais que n'importe quel député là, ils oseraient même pas affronter. Et ça rend fou. Bah oui. Moi je prends un exemple hyper fréquent, tu vois, qui me parle beaucoup, c'est Kalash Criminel, tu vois. Où je me dis, mais Kalash Criminel, tu le mets face à n'importe quel député, mais il t'éclate sur la France-Afrique. Mais il t'éclate et il te graille, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, il a pas les codes, il a pas les ci, il a pas les ça, et du coup, les gens le prennent pas au sérieux. Mais moi, je trouve que c'est un des rappeurs les plus politiques actuellement, tu vois. Validé par Kerry James d'ailleurs. Validé par Kerry James. C'est. Non, franchement. Bon signal. Après, on a tellement vu que de vieux en politique aussi. Ouais, mais je trouve que c'est aussi ça la force de l'AFI, et c'est là où moi je trouve que c'est un parti qui est important. Moi je suis au NPA, mais c'est pas un parti qui est institutionnel, tu vois, le NPA. L'AFI c'est un parti qui est institutionnel, et c'est aussi le parti qui a mis le plus en avant de la jeunesse, tu vois. Et quand on dit jeunesse, c'est des gens comme toi, c'est des gens comme Guiraud. Moi il me régale, franchement, quand il recadre des mecs comme Meilleur Habib en lui disant t'es dans la boue du génocide, je suis là en mode mais merci, tu vois. C'est trop important, et ça montre aussi que en fait on peut se débarrasser un peu de toute cette pureté un peu morale et bourgeoise aussi, tu vois, de se dire non mais quand tu fais de la politique tu dois toujours être un peu carré, un peu ci, un peu ça. En fait non, parce que là la situation elle est agaçante, ce qui se passe c'est violent, et la violence elle vient de vous, donc à partir du moment où la violence elle vient de vous, c'est pas à moi de me disser. Quand je vois des femmes comme Rima Hassan qui sont tu vois, au Parlement européen, c'est une fierté de se dire ça, quoi. Complètement. Sur Genius, il a fait lors des élections de députés. Ouais, deux fois des gens de milieux différents qui changent des apatrides. Oui, bon, le PS, on va pas trop en parler. Mais du coup, toi, t'es à Avignon. Moi, je voulais parler de cette ville-là. Parce que moi, j'y suis allée à Avignon. Attention, parce que j'aime beaucoup Avignon. Ouais, tranquille. Moi, j'ai une théorie sur la ville. Plus elle est médiévale, plus elle est raciste. Franchement, en fait, c'est un peu plus complexe, mais franchement, j'ai vraiment été choquée de. En fait, mais après, c'est aussi parce que moi, je réalise la chance aussi de grandir en banlieue. En fait, c'est que à longueur de journée, on voit sur les médias, sur les plateaux que oui, la banlieue c'est la merde, que ci, que ça. Même nous, on n'a qu'une envie, c'est de partir de la banlieue et tout. Mais au final, quand je vais dans des villes comme Avignon, en vrai, je me dis alhamdoulilah, parce que moi, j'ai pu grandir avec plein de gens hyper différents. On a réussi à avoir nos codes. Tu vois, moi, quand on parle du racisme, bien évidemment que ça m'affecte. En plus, je suis une femme voilée, mais je suis dans le 9-4. Et donc, du coup, foncièrement, moi, tout va bien parce qu'il y a plein de gens comme moi qui sont autour de moi. Mais à Avignon, j'ai vu plein de sœurs, plein de meufs voilées, mais tu sens que c'est pas du tout la même ambiance, que c'est hyper violent. Moi, on m'a dit qu'est-ce qu'elle fout dehors, cette voilée à 1h du matin. J'étais là, ça fait 24 heures que je suis là, la famille. C'est-à-dire qu'en 29 ans à Paris, je m'étais jamais mangé ça. Et comment toi, t'as réussi à avoir justement cette circonscription, parce que c'est quand même incroyable d'avoir battu le RN à 54%, je crois, quelque chose comme ça. Comment t'as réussi à faire ce miracle limite Bon, déjà sur Avignon, en fait c'est... Bon, t'as dit le délire sur l'histoire de la ville médiévale. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, parce que plus une ville est vieille, ça veut pas forcément dire ça. Je prends un exemple, Marseille, c'est la ville la plus vieille de France, sur le territoire français, parce qu'elle n'était pas française, Marseille au départ évidemment. Elle est restée indépendante d'ailleurs très longtemps. On en perçoit encore un peu aujourd'hui le caractère. Une ville comme Marseille, et on voit bien que à l'inverse, tu vois, le mélange des gens qui ont grandi ensemble, etc., il existe aussi, et une identité pour autant qui est très forte et attachée à toute cette histoire. Enfin bon, voilà pour la petite parenthèse, mais et du coup Avignon en fait c'est aussi l'histoire de, je dirais, toute la partie sud-est de la France. D'ailleurs moi je suis un petit point rouge au milieu que du RN, pas seulement que dans le Vaucluse ou que à Avignon, etc. C'est partout autour, dans le Gard, il y a que du RN. Dans le Vaucluse, il n'y a que du RN. Dans les Bouches-du-Rhône, au-dessus de Marseille, il n'y a que du RN. En fait, je suis entouré que du RN. On a un petit truc rouge au milieu du RN, c'est hallucinant. Et parce qu'en fait, c'est l'histoire aussi de ce pays, et ça remonte à la guerre d'Algérie, où en fait, quand l'OAS perd, quand les Algériens gagnent,
tous ces gens-là, ils remontent. Et ils s'installent où? Sur la côte méditerranéenne aussi, bon, pour le climat aussi, on va pas se mentir, hein, c'est des gens qui généralement avaient tout ce qu'ils avaient à apprendre en Algérie, ils veulent poursuivre un peu la même chose en France, c'est comme ça. Et du coup, le Front National à l'époque se nourrit aussi de cette histoire post-coloniale et va poursuivre cette histoire dans le RN et va se reconstruire sur ces bases-là. C'est pour ça que dans ces régions-là, le RN, plus que peut-être ailleurs, est particulièrement raciste. Particulièrement islamophobe et particulièrement anti-arabe de façon générale. Et pour le coup, oui, c'est vrai qu'à Avignon, je te rejoins sur le fait que il y a quand même une division entre guillemets raciste qui est plus visible peut-être que dans la banlieue lyonnaise, banlieue parisienne ou à Marseille. En fait, j'ai trouvé ça marquant parce qu'il y avait quand même de la diversité. Tu voyais des sœurs, tu vois, en abaya, hijab et tout, et à côté, tu vois vraiment des mecs en détente te regarder mal de là et tu dis mais comment on arrive à avoir une frontière qui est aussi marquée avec des gens qui habitent dans la même ville, là où quand tu vas aller dans le 9-4 ou dans le 9-3, alors bon c'est pas la même taille de ville tu vois, mais les gens arrivent tous à vivre ensemble, que ce soit le petit blanc avec tu vois la tantine et ça m'avait vraiment marqué, et surtout je me suis dit comment t'as réussi à gagner cette circo, tu vois, parce que ils sont trop à l'aise les racistes ils sont trop à l'aise, mais trop à l'aise, c'est dinguerie, mais quand je te dis ils sont à l'aise, ils sont trop à l'aise, et du coup justement nous on vient aussi avec cette histoire là non mais en fait il n'y a pas de en fait il y a pas de discussion, nous les racistes on vous fume, tu vois, en fait on est arrivé avec ce truc là je le dis avec ces mots là, je dis pas durant l'élection, ça risque d'ailleurs ce genre d'extrait d'être repris, et tant mieux d'ailleurs s'ils veulent le mettre, mais en fait on est vraiment arrivé avec cette mentalité là et ça a rassuré mais un nombre de personnes incalculable. Alors on n'a pas gagné l'élection que grâce à ça, évidemment qu'il y avait la dynamique nationale, le risque du RN, le fait que le NFP quand même ça a motivé du monde, on va pas se mentir, le fait d'avoir Jean-Luc Mélenchon sur le tract aussi, t'as l'impression que c'est le sésame aussi à plein de choses, non, mais en vrai faut être honnête et lucide, tu vois, évidemment que c'est pas que nous ce qu'on a fait avec la jeune garde là-bas sur place et ce qu'ont fait les camarades insoumis, c'est un truc beaucoup plus général, mais évidemment que ce qu'on a amené aussi dans cette élection, ça a joué. C'est une certitude sur la mobilisation de la jeunesse, parce qu'au bout d'un moment, tu peux parler de ce que tu veux, quand t'as pas des gens sur qui tu peux t'identifier, qui parlent comme toi, tu l'as dit, machin, forcément c'est moins crédible comme discours, c'est un fait. Et derrière, c'est notre radicalité, mon bon sens du terme, le fait de dire, en fait, nous on rigole pas avec l'extrême droite. C'est pas le parc Astérix ici. Quand t'es du RN, baisse les yeux, tu vois. Est-ce que t'as l'impression... Et ça, ce truc-là, ça a rassuré du monde. Que justement, on a vraiment été pendant très longtemps un peu faible face à l'extrême droite en voulant involontairement dire que c'était pas si dangereux, que c'était passé, que si, que ça, en étant un peu mou du genou, et même au sein de la gauche, tu vois, être en mode parfois on débat même avec l'extrême droite et tout. Est-ce que du coup t'as l'impression que le fait de revenir et dire en fait, genre il y a pas moyen, ça dégage, est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle c'est important même au sein de la gauche? Moi j'ai l'impression que la FI est vraiment très marquée sur ce point là, en mode non on discute pas avec l'extrême droite, c'est mort, mais qu'au sein de la gauche il y a quand même un peu des trucs où on est en mode non mais par exemple jeter une bière à la tronche de comment elle s'appelle la Le Pen là, fille Le Pen, Marion Maréchal, c'est un acte antiféministe. Et moi quand j'avais vu un truc passer comme ça d'une députée, je dirais pas qui c'est et tout, et j'étais en mode les réseaux antiféministes elle les connaît très bien, et j'étais en mode mais en fait elle s'était pris une bière à la je sais plus, un truc fait de je sais pas quoi là, et il y avait une députée qui avait dit oui mais c'est antiféministe de faire ça, et j'étais en mode mais non en fait c'est une putain de nazi frère. C'était pas au salon de l'agriculture, c'était au salon de l'agriculture ça. Et ça m'avait vraiment énervé. Je me suis dit mais en fait j'ai l'impression que la jeunesse à l'heure actuelle a besoin aussi de cette forme de radicalité dans le bon sens comme tu dis, de dire mais en fait nous on en a marre de toujours courber les chines, on en a marre d'être comment dire, de donner du grain à moudre à l'extrême droite aussi, d'être complaisant avec et d'être en mode non mais on discute avec vous, et en fait non, parfois faut juste vous dire d'aller vous faire foutre quoi, tu vois. Et ça me rappelle ce que Kazé disait, Kazé elle en parlait très bien, c'est une rappeuse qui disait en fait en Occident la colère c'est l'ennemi de la réflexion, et en fait toi t'es oppressé et on est en train de te dire alors tu es oppressé mais tu dois me le dire de manière hyper gentille, et parfois c'est un énorme crachat dans la gueule qu'en fait il faut te mettre, et j'ai l'impression que toi dans ton parcours militant et même en tant que député c'est aussi un peu ce que tu as envie de dire aux gens, c'est franchement au bout d'un moment soyez fiers de ce que vous êtes et dites à l'extrême droite d'aller se faire foutre quoi, tu vois. Ouais c'est clairement ça qu'on a parce qu'en fait c'est même pas un discours, c'est ce qu'on a fait très concrètement. Genre, d'ailleurs ils le savent et c'est pour ça qu'ils ont autant peur de nous entre guillemets et qu'ils mettent autant d'énergie
à nous discréditer médiatiquement, politiquement, etc. En plus, la campagne, ce qui était fou quand même, c'est que on partait quand même dans une situation de fou, quoi. Enfin, à peine j'arrive, il y a les médias, mais tous CNews, BFM. Je savais que ça allait être un peu sport, en vrai, on va pas se mentir, avec notre parcours militant, etc. Je pensais pas que ce serait aussi fou. Ouais. Genre vraiment, à un moment, j'avais même plus de nom, c'était le candidat fichier S. Comment tu l'as vécu ça ? Bah, en vrai, c'est très bête, mais je pense que ça nous a aussi un peu profité dans un sens. Ouais. C'est qu'il y a tellement de gens, et ça je pense c'est l'erreur qu'ils font, tous ces gens-là, en se radicalisant toujours plus même on l'a vu avec la Palestine, c'était tellement lunaire la propagande, enfin, je veux dire, les gens avaient sous les yeux ce qui se passait. Oui, bien sûr. Tu peux raconter au bout d'un moment n'importe quoi, etc. Au bout d'un moment ça prend plus. Il y a une telle déconnexion entre le champ politique et médiatique qui se radicalise, lui, à vitesse grand V, les restes de la population, que dans un sens ça nous a profité, parce qu'il y a tout un tas de gens qui venaient nous voir en mode, on sait pas trop ce que tu racontes, on sait pas trop ce que tu vaux, mais s'ils parlent autant de mal de toi dans les médias... Let's go, c'est jackpot. Ouais, ça a parlé à tout un tas de gens qui se font insulter toute la journée. Bien sûr. Dans les médias, évidemment, les musulmans et les musulmanes, les femmes, les personnes précarisées, les jeunes, bah forcément, ils se reconnaissent. Ils se disent, bon, bah en fait, s'il y a des gens qui se font autant martyriser, entre guillemets, médiatiquement, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de bon à aller chercher. Et de ce point de vue-là, je pense que ça nous a profité. Mais ouais, le raz-de-marée que ça a été. Et après, sur cette histoire de l'affichage, bah, moi, pour le coup, je l'ai vraiment découvert. Ouais. Durant le truc, parce que normalement il y a un bon indicateur, c'est quand on passe à l'aéroport, oui, ouais. à la douane, et j'ai jamais été, une ou deux fois j'ai senti que ça prenait un peu le temps. Je me suis dit bon, je dois être fiché comme tout militant, soit dès que de toute façon dès que tu commences un peu à gigoter, je veux dire c'est pas nouveau, des militants syndicaux, des militants. Et surtout qu'en plus on fait tout un truc par rapport à la fichesse, alors que en fait concrètement non, il faut tout le monde dedans. Même les supporters de foot. On a fait un espèce de truc hyper violent, comme si limite t'étais associé à du terrorisme, alors qu'en fait non, c'est une fiche de renseignement, tu vois. Sincèrement, ça casse pas trois pattes à un canard, j'ai envie de dire. C'est une fiche de renseignement, alors forcément avec tout le bagage ça, parce que quand même la fichesse ils l'ont créée après le Bataclan, donc ça avait beaucoup de sens dans le pays, forcément ça touche aussi aux émotions, donc c'est aussi le but aussi, hein, c'est de se dire finalement il y a peut-être un lien entre ces gens-là et des gens qui pourraient causer des tueries comme ça. C'est être panique un peu morale, tu vois. C'est le but de toute façon, de nous ficher dans ces fichiers-là, et derrière évidemment d'utiliser ça. Et par contre, moi c'était plus, je pensais à ma famille et mes proches. Ouais. Je me disais, putain, en vrai, j'espère quand même que ça va pas trop les toucher. Et j'étais très agréablement surpris, même de la famille qui est pas du tout militante. Hein. Ouais. Ils sont en mode, non mais Raphaël, on connaît, tu vois. En vrai, moi ça peut paraître très bête comme ça, mais je suis un petit chou à la crème, moi, dans ma vie. Avec ma famille, avec je sais pas, au travail. Par contre, faut pas me manquer de respect. Oui, voilà. classiquement. Mais sinon, je suis gentil, moi, tu sais. Si tu étais juste adorable, tu vois. On est des gentils, tu vois. Mais par contre, on est révolté contre l'injustice, on est révolté contre les inégalités, et là on peut devenir un peu hargneux. Oui, mais c'est parce que tu subis une injustice et que t'es en mode en fait il est hors de question que je me taise face à ça, tu vois. Mais comment t'as vécu le fait d'être propulsé comme ça ? Parce qu'à la base toi t'es un militant de terrain, comme on disait par rapport à la jeune garde et tout, et d'un coup t'as tous ces news, t'as BFM, machin, top Twitter, je sais pas, et en fait t'as ce truc de... Tu passes un peu entre guillemets de l'ombre, pas vraiment de l'ombre parce que t'étais quand même porte-parole de la jeune garde et tout, mais à la lumière qui en plus est pas ouf, hein, enfin tu sais, c'est un peu ce truc bad buzz et still buzz comme tu le disais, parce qu'au final ça t'a aidé. Mais à titre personnel, comment tu vis ce truc d'être tu vois, complètement matraqué par l'extrême droite ? Est-ce que t'as eu aussi peur pour tes proches aussi, comme tu le disais ? Comment ça s'est passé ? En fait, tous les pires côtés d'une surmédiatisation, par exemple, je sais pas, quelqu'un là qui viendra se présenter là très très prochainement à des élections, etc. Tous les pires côtés d'une surmédiatisation, moi je les ai déjà subis dans ma vie militante. Okay. C'est-à-dire que j'ai dû changer à plusieurs reprises d'appartement parce qu'ils sont venus m'attaquer chez moi, ils ont menacé mes parents. Donc je sais pas comment dire, mais ils sont venus jusqu'à chez mes parents quand même. Hein. Donc en fait, j'avais tous les mauvais côtés, on va dire ça comme ça, de la notoriété entre guillemets. Mais t'avais pas le buzz qu'elle avec. Voilà, mais de l'autre côté, j'avais pas tous les soutiens que je peux avoir aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, limite, la situation actuelle est mieux. Et on va pas se mentir aussi, d'acquérir ce statut de député, ça limite en partie la casse. Parce que, bon, même les plus fous du bus à l'extrême droite, sans prendre un député, c'est quand même pas la même chose. Je dis pas que je suis d'accord avec ça. Oui, bien sûr. Pour moi, n'importe quelle personne qui se fait attaquer par l'extrême droite, c'est horrible, il faut la défendre, etc. Mais ça t'accorde une forme de privilège aussi. Voilà, c'est une réalité. Donc, j'étais pas affolé par ça. Et même, on me dit souvent, t'as vu tous les commentaires sur Twitter et tout ? Si vous saviez, en fait, moi plusieurs fois je me suis retrouvé face à des militants d'extrême droite qui m'ont sorti des couteaux. Enfin, du coup, t'as un rapport, je dis pas que c'est bien, encore une fois, je dis je ferai tout dans ma vie pour éviter que ça arrive à des personnes.
Mais du coup, en tant qu'antifasciste, on savait dans quoi aussi on s'engageait. Donc de ce point de vue-là, c'est pas bien, mais c'est plus facile pour nous d'encaisser ça parce qu'on savait dans quoi on allait. Oui. Et que du coup, il y a aussi un truc où, à l'heure actuelle, tu as une violence qui est plutôt verbale, qui va être des menaces sur Internet, là où à l'époque, tu avais des vraies menaces physiques. Et donc, du coup, peut-être que tu es en mode, bon, en vrai, vas-y, quoi, je m'en fous, voilà, quoi. Bah, je dis pas que je m'en fous parce que c'est jamais confortable et voilà. Oui, bien sûr. Mais par contre, effectivement, tu relativises beaucoup plus. T'es beaucoup plus lucide, tu relativises beaucoup plus, t'as beaucoup plus de distance. Et voilà, encore une fois, avec tout ce qu'on a pu subir dans le militantisme, là je personnalise beaucoup, mais c'est tous les militants de la Fine Garde. À partir du moment où ils sont identifiés par l'extrême droite, on a eu tout un tas de camarades, il y en a qui sont pris des coups de couteau, ils ont failli perdre un œil. Enfin, ça fait Franck Ribéry, ça quoi. Fait partie, exactement. Des camarades, ils ont une cicatrice, ils se reconnaîtront si jamais ils regardent le live. Mais voilà, donc ça fait partie de notre militantisme, et encore une fois, donc on relativise. Après cette surmédiatisation, en vrai ça pèse, tu te dis wow, comment on va réussir à mener campagne, t'as un ras-de-marée comme ça et tout. Et on va pas se mentir, le terrain ça fait toute la différence, les premiers tracts où tu vas voir les gens, les premières discussions que t'as, etc., le nombre de gens qui disent on te soutient, c'est trop bien ce que tu fais, comment tu te défends, machin et tout, et là tu fais ok, toujours se rappeler je suis sur le ce qui se passe sur BFM, ce qui se passe sur CNews, c'est pas ce qui se passe dans nos rues, et même dans des, parce qu'on a parlé d'Avignon, mais sur ma circonscription il y a aussi Morières et il y a Le Pontet, qui sont deux communes qui appartiennent au RN. Les communes, c'est sport. Hein. Et bah, même dans ces endroits-là, on a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Faut pas du tout sous-estimer ça. Eux, ils vivent de façon recluse. Il y a tout un tas de personnes vraiment qui sont mal, qui vivent de façon recluse, qui ont peur. Oui, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de noirs, d'arabes ou de personnes non blanches dans le sud ou quoi. Tu sais, notamment dans des petites villes comme Avignon. Si, hein, c'est juste que elles existent. Hein, et généralement, qui sont exploitées d'ailleurs. Moi, je pense notamment à la communauté marocaine. Il y a pas mal de Marocains à Avignon, pas que, il y a aussi beaucoup d'Algériens, etc. Mais il y a beaucoup de Marocains qui sont exploités des fois par des grands vignobles, des multipropriétaires, hein. C'est des riches, hein. Je parle pas du petit agriculteur, vraiment des très très gros riches, un gros industriel, etc., qui exploitent des Marocains, mais ces gens-là ils sont RN. Mais t'as un reportage qui est incroyable, des pieds sur terre, qui disent on vote RN et on bosse avec les Noirs et des Arabes, quoi. Et c'est surtout des sans-papes. Et j'étais en mode mais c'est une dinguerie de. Et ils disaient oui mais c'est de la manœuvre pêcheur. Je dis mais frère, mais c'est trop fou de réfléchir comme ça, quoi. C'est là où tu vois toute la logique raciste. En fait le problème c'est pas tant qu'il y ait des Noirs et des Arabes, c'est pas tant ça qui les dérange, c'est quelle position ils sont. Bien sûr. Si on peut les exploiter à notre guise, je parle comme si comme les racistes, hein, mais s'ils peuvent les exploiter à leur guise au point de les tuer au travail, etc., il n'y a pas de problème. Il y a toujours ce truc de on va te laisser la place qu'on va te décider que tu auras, et si tu prends plus que cette place là on va te rappeler à ta condition. Ça me fait penser à Omar Sy, tu vois, qui pendant des années était vu un peu comme le Renoir sympa, tu vois, haha, gaulerie, machin, et quand il a fait Tirailleurs, tout le monde est en mode mais la France lui a tout donné, et d'un coup en fait tu vois que malheureusement ta classe sociale elle effacera jamais ton origine, ton ça, et que on veut bien te tolérer mais dans un petit espace. Et bien ta place. Pareil pour les communautés asiatiques, tu vois, on va dire les communautés asiatiques c'est des communautés modèles, mais les gens qui disent ça c'est les mêmes qui vont dire que les Arabes c'est des fous et des machins, et c'est un truc qui est hyper cyclique, parce que quand il y a eu le Covid ils sont bien tombés sur la communauté asiatique en les agressant, en machin, en ci, en là, quoi, tu vois. Ça, le mythe du bon, du mauvais, enfin tout ça, quoi. Et quand toi t'es arrivé à l'Assemblée, comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'il y a quand même tout un truc de plafond de verre aussi, tu vois. À la base, t'es un militant, tu vois, t'as ton petit taf, tu fais tes trucs et tout, et puis d'un coup, t'es propulsé à l'Assemblée, la bourgeoisie, le ci, le là, c'est un peu... Tu vois, t'as une dissonance un peu de te dire qu'est-ce que je fous là en fait? Est-ce que ma place elle est là? Comment ça s'est passé? Je l'ai toujours un peu ce truc là, pour rien cacher. J'ai toujours un peu ce truc de des fois, t'es là comme ça, t'es dans l'hémicycle, tu fais mais qu'est-ce que je fous là, toi? Tu regardes le dorure et tout, tu te dis ouais c'est un délire en vrai. Alors quand je suis arrivé en vrai c'était dur. Déjà parce que aussi je pense que faut pas sous-estimer toute la pression de l'élection qui retombe. T'es dans un espèce d'état second, enfin j'exagère un peu, mais ouais t'es en mode combat, d'un coup tu gagnes, du coup tu relâches un peu la pression, puis d'un coup t'es balargué dans cette institution. C'est la violence symbolique du lieu aussi, le truc de tu connais pas grand monde, t'es là en mode enfin... C'est ça, et franchement il y a plein de trucs, même c'est ce que j'avais dit dans une séquence là qui avait pas mal tourné là, mais enfin tu vois, il nous faut remplir un truc pour ce qu'on détient, ce qu'on possède. Moi j'avais juste un petit scooter, il est très chouette mon scooter par ailleurs,
Mais tu vois, et il y avait un nombre Est-ce que de tu l'as cases. encore? Ouais, je l'ai encore, mais tu vois, il y a un nombre de cases qu'il y avait, et ça veut dire qu'il y a des gens vraiment, ils sont richissimes, et j'ai découvert ça, il y a des députés, ils ont des actions à Total, à coups de millions, enfin tu vois, il y a vraiment des bourgeois, quoi, des vrais de vrais, ils sont là en face de nous, et en fait, je suis au même statut qu'eux. Ouais. Moi, dans ma tête, T'es le roi du pétrole. je dirais toujours devant les médias, je suis au même statut qu'eux, etc. Je me battrais pour dire Bien ça. sûr. Mais en vrai, je suis pas au même statut qu'eux. Bah, Tu vois, dans ma tête, jamais je suis au même niveau qu'eux. bah en fait, Parce qu'il y a ce truc-là de. Mais c'est bon, c'est pas grave après, tant mieux, tu vois. Et c'est très bien aussi que j'ai cette réflexion, tu vois, dans un sens. Me dire non, nous on défend, on sait qui on défend, on sait d'où on vient et on sait qu'on va continuer à défendre. Ouais, mais... parce que est-ce que parfois t'as justement peur, ce qui est pour moi une peur un peu même légitime et normale, de te dire à tout moment je pète les plombs, je deviens. Parce que je vais trahir. Ouais. Ah. Tu sais, ce truc qui est une réflexion humaine de dire mais j'ai trop peur de péter un boulon parce que c'est tellement des lieux qui sont, tu vois, énormes et tu côtoies des gens qui, tu vois, te pissent un peu dans le crâne, tu t'entends tout et son contraire. C'est compliqué d'aussi arriver à rester fidèle à ses principes et ses valeurs, quoi, tu vois. Moi, là où je suis serein, c'est dans quelles conditions j'ai été élu. Et le respect qu'a eu la France Insoumise pour la jeune garde et pour ce qu'on était. Ils nous ont jamais dit faites comme nous, faites pas comme ci, faites comme ça. Ils ont dit faites ce que vous savez faire. Nous, si on veut travailler avec vous, c'est pour ce que vous faites. Ok. Tu vois. Ouais. Et ce sentiment de ne jamais se travestir, bon déjà j'aurais refusé, puis on m'avait demandé de me travestir entre guillemets sur mes idées politiques, sur ma ligne, etc. Mais ce sentiment de rester droit dans ses bottes, dans sa ligne, etc. T'arrives 2 fois plus fort quand t'arrives. T'as mené ta campagne de A à Z. Bien sûr. Et en fait, on n'a jamais reculé sur rien. Alors, ça veut pas dire qu'on n'est pas stratégique. Oui. Attention, on sait où placer les mots, machin. Et il faut être stratégique en politique. Bien sûr, c'est hyper important. Là-dessus, il faut pas non plus être naïf. Voilà, faut être stratégique, faut être malin, faut dire les mots au bon moment, etc. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on a la science exacte. C'est juste qu'il faut réfléchir à chaque fois à ce qu'on fait. Mais par contre, pour arriver à des objectifs, encore une fois, à la fin. Mais par contre, ça c'est très important pour nous et ça a été la force, je pense, de cette élection. Donc, de ce point de vue-là, j'arrive très serein dans cette institution pour ça. Le fait aussi de ne pas avoir lâché la jeune garde, d'être avec mes camarades, de toujours être en relation, de toujours construire ensemble, etc. dans cet objectif. Et derrière, la découverte aussi du groupe de la France Insoumise, de ce point de vue-là, m'a beaucoup rassuré. C'est qu'on a un groupe qui tient la barre, quoi. Oui, non, vous êtes solide. On a des gens solides. Je te dis pas que tout le monde est au même niveau, des fois je peux avoir des petits désaccords, etc. Mais dans l'ensemble, et notamment la direction, c'est solide de fou. Oui, bah de toute façon, on l'a vu rien qu'avec la lutte palestinienne, tu vois. Voilà, c'est carré, ça bouge pas. C'est vraiment hyper carré. Hein, et c'est aussi pour ça que la FI est autant diabolisée, parce que déjà, c'est le seul parti institutionnel qui défend à ce point la Palestine, les opprimés et tout. Et du coup, bah, il y a aussi ce truc de c'est plein de petits gens qui sont pas censés être là. Et donc, du coup, on a un peu envie de leur dire. Je te rends pas de voir des Seb Delegu, des Carlos à l'Assemblée. Bon, il n'y a pas Rima là dans l'Assemblée, mais aussi de savoir qu'elle est là-bas à se battre, etc. C'est très très bête, mais ça donne une force. Bah ouais, c'est un en plaisir. mode, là il y a le poteau, tu vois. Et tu sais, t'es pas tout seul, tu vois, je serais tout seul, ce serait pas la même, mais là c'est pas pareil. Et derrière, ça peut paraître très contradictoire, mais l'arrivée à l'Assemblée c'était très dur pour tout ce que représente l'institution, etc. Mais ça peut paraître contradictoire, mais de croiser les Marine Le Pen, les Darmanin, mais ça c'est plaisir. Même les Hollande dans un sens, tu vois, de les voir là comme ça, tous là, et t'es en mode. Avec t'es en mode. Et ils sont en mode, ils te regardent tous bizarres et tout, tu vois, même le RN ils sont comme ça et tout, et t'es en mode, là je sais pourquoi on est là. En vrai c'est le petit plaisir parce que tu dis attends, tu m'as méprisé toute ma vie, exactement. Vous détestez ce que je suis et ce que je représente, mon gars je suis là, tu vas rien faire. Voilà. Et du coup pourquoi tu as choisi spécifiquement la FI? Est-ce que c'était un choix stratégique de choisir la FI? Est-ce que c'était aussi parce que en vrai le programme te correspondait plus? Pourquoi avoir choisi ce parti en particulier? Alors c'est pas du tout passé comme ça, c'est pas moi qui ai fait le choix de la FI, etc. C'est vraiment la jeune garde. En 2022, on a une prise de conscience, parce qu'on n'est pas électoraliste, sans doute. Oui. On a vraiment même un rapport très méfiant aux institutions, à la stratégie électorale, aux partis politiques de façon générale. Même si on travaillait depuis le début sur la question antifasciste, on essayait de faire du lien, etc., on reste très méfiant. 2022, ça a été vraiment une succession de tilts. Déjà, de prendre vraiment conscience que l'extrême droite peut vraiment prendre le pouvoir en 2022, au moment des élections. On a quand même une campagne Zemmour qui bat tous les records. Moi, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en mode il a fait que 7%. J'étais en mode les gars, moi je trouve ça terrifiant qu'il ait fait 7% alors que c'est sa première élection, tu vois. En vrai, il a fait beaucoup de mal parce qu'il a permis. De dédiaboliser. Parce qu'en fait, les gens étaient tellement en mode ce mec est le fou de la gare, tu vois, que Marine Le Pen c'est tranquille, tu vois. Et ben du coup, on arrive à maintenant se dire. C'était le but d'ailleurs de Bolloré et compagnie, de placer un Zemmour. Et de ce point de vue-là, ça a été vraiment un tilt. En vrai, on a eu les chocottes.
faut pas se mentir, se dire ah ouais quand même la droite, en fait il n'y a plus de droite en France. Oui. Ça y est, c'est l'extrême droite un peu radicalisée qui prend la place. Et donc nous du coup de notre côté, il a fallu se dire que il fallait trouver des alternatives. Et la France Insoumise quand même qui a failli accéder au second tour, ça aussi ça a été un titre de se dire ah ouais il y a une gauche quand même de rupture, certes on peut pas être d'accord sur tout, mais quand même qui pose des choses, des bases. Et après derrière l'enchaînement avec les législatives, faut pas sous-estimer le fait qu'il y ait des Rachel Keke qui débarquent à l'Assemblée nationale. Star. Moi j'ai jamais eu de grande discussion avec Rachel Keke, peut-être j'en aurais une, c'est un coup, il y a plein de trucs sur lesquels je suis en désaccord. Mais rien ce que ça renvoie politiquement. C'était incroyable. Une femme de ménage noire qui s'est découverte politiquement et qui a pris toute son ampleur dans une grève, il y avait tout, tu vois. Femme de Batignolles. Et là on s'est dit waouh, là il se passe quelque chose, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut redevenir potentiellement en partie l'Assemblée du peuple. Ouais, moi ça m'avait grave. C'était des points, en fait, ça m'avait grave ému parce que j'avais vu un extrait d'elle à l'Assemblée. Parce que parfois, surtout quand je mate sur Twitter vite fait les trucs de l'Assemblée et tout, parce que je vais pas me mater Radio Sénat, je sais pas quoi là, laissez-moi tranquille. Et j'avais vu un extrait d'elle où elle disait que en gros, c'était un peu tous des cons, tu vois, parce que elle avait déjà touché 800 € par mois, elle savait ce que ça représentait et que en fait tous les gens à l'heure actuelle dans l'Assemblée ne savaient pas ce que ça représentait. Et j'étais en mode mais ce message est tellement fort, Mago, merci de faire ça pour nous. Et quand j'ai vu qu'elle avait perdu, j'étais en mode non, j'espère que pas beaucoup, tu vois, pas beaucoup, mais la remontada quoi, c'est ce qu'on lui souhaite. Et comment tu vois rien que l'avenir en fait par rapport à tout ce qui se passe actuellement, c'est vrai qu'il y a un côté où qui est très triste, très doumant. Moi je le vois notamment avec la montée des actes islamophobes, la mort d'Aboubacar Cissé qui a été vraiment éprouvante, qui a été hyper violente. On voit qu'en plus Bruno Retailleau il est en train d'enterrer quelqu'un alors que le corps est encore chaud, en train de se plaindre en disant que la famille n'a pas voulu, ne l'a pas contacté, comme si c'était à la famille de la contacter, puis ensuite pour pleurer en disant elle ne veut pas me recevoir, mais en fait c'est à cause de toi qu'il est mort littéralement, tu vois. Je pense que Retailleau il n'y a même pas de débat en fait. Voilà, mais comment toi tu vois l'avenir par rapport à ça, parce qu'on a un côté où d'un côté moi je suis vraiment hyper inquiète et d'un côté j'ai la hargne de me dire il faut qu'on continue de se battre, mais c'est très sombre et c'est compliqué de garder un peu espoir par rapport à tout ce qu'on voit, tu vois. Oui. C'est très sombre, c'est vrai. Je le dis souvent dans mes discours, on va avoir peur et a raison dans la période. On a raison d'avoir peur, on a raison d'être inquiet, mais à la fois il y a énormément de choses qui nous montrent que c'est possible de se bouger. Bon, j'ai rien que sur cette question de l'islamophobie qui est pour moi un point central de tout ce qui est en train de se passer. C'est un pivot en fait, à la fois d'alliance entre les droites les plus réactionnaires et l'extrême droite, à la fois entre la dérive totale des libéraux, à la fois entre une partie de la gauche aussi qui a sombré dans des choses islamophobes, faut le dire. Donc l'islamophobie est un pivot en ce sens-là et un projet à part entière du projet réactionnaire en cours. C'est pas seulement une conséquence des dérives libérales, etc. C'est un projet à part entière, raciste, assumé. Bref, donc de ce point de vue-là, à part entière, nous devons mener un combat contre l'islamophobie. C'est ce pourquoi on a participé à la création de la campagne Génération UDR. Je sais pas si oui, bien sûr, c'est mon sort de fou. Donc voilà, Génération Espoir, Dignité, Résistance, dans laquelle on va s'engager. J'invite tout le monde à s'engager pleinement dans cette campagne. Le but, c'est justement que ce ne soit pas lié à un parti politique ou une organisation en particulier, que tout le monde peut se la réapproprier à travers des campagnes d'affichage, des conférences, des débats, que sais-je, d'interpellation d'élus aussi. Nous, c'est quelque chose qu'on faisait peu avec la jeune garde. Je sais que en parlant de Yacine, c'est quelque chose, Amal Benzouti aussi, qu'ils essayent pas mal de faire avec EDR, etc. Je trouve ça très intéressant d'aller interpeller des élus, des sénateurs, des maires, parce que souvent ça les met mal à l'aise, parce que d'un point de vue électoral, qui nous traitent souvent de communautaristes, etc. Alors eux, c'est les premiers à aller de toute façon, les plus communautaires, c'est les blancs, aller à la mosquée pour essayer de récolter un peu de vote, mais à mener des politiques islamophobes. Bref, donc c'est très intéressant de faire tout ça. Et ça pour dire que moi, je suis très confiant aussi dans un autre sens, c'est notre jeunesse. Oui. Mais les amis, on a une jeunesse extraordinaire. Et en vrai, et je dis pas ça en mode pour se faire miroiter quelque chose, c'est déjà d'un point de vue électoral, c'est concret. Oui. C'est-à-dire que les plus jeunes, et quand je dis il y a les jeunes ça veut rien dire, mais les plus jeunes des jeunes, ça vote la gauche radicale largement. Ah oui, moi je vois, j'ai une sœur qui a 18 ans et elle est beaucoup plus ancrée dans la lutte que moi je pouvais l'être à son âge. Elle a conscience de beaucoup plus de choses que moi je pouvais. Les jeunes, je suis confiant. Moi j'étais surveillant au lycée, donc je discutais pas politique H24, etc. Parce que c'était pas mon rôle et j'ai pas le droit en tant que surveillant. Mais j'avais des remontées dans les discours des élèves, même leur approche des choses. Oui. Tu vois, par exemple, il y a eu des violences et du harcèlement sur une fille. Alors je dis pas que tout ça a été effacé, mais
même des garçons, tu sentais qu'il y avait de l'éveil un petit peu. Enfin, je sais pas comment dire, il y a les filles entre elles beaucoup plus solidaires que moi à mon époque. Ouais, non, nous, on se tapait un peu dessus. Hein. Ça existe encore, faut pas Bien trop sûr. enjoliver non plus. Hein. Je dis pas que toutes ces questions-là. Je sais pas, il y a plein de choses qui montrent la Palestine aussi, évidemment, qui traversaient beaucoup les jeunes. En fait, juste, ils ne comprenaient pas. En fait, c'était même pas des fois très élaboré politiquement, etc. En fait, comment c'est possible, genre comment c'est possible qu'il y ait un génocide en cours? Tu vois, juste ça s'arrête là. Ouais, c'est ça. C'est très con, mais tu dis, en fait, ces jeunes-là, ils sont conscients, tu vois. Il y a eu tout un tas, évidemment, de mouvements sociaux, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les questions féministes, que ce soit sur la question antiraciste. On a pris du retard, mais ça commence à se mettre en place aussi. Il y a de plus en plus, moi, durant l'élection, c'était clair et net, notamment chez les jeunes femmes dans les quartiers populaires. C'est hallucinant le nombre de jeunes femmes, elles ont la tête, mais sur les épaules, mais x10, tu vois, ça va devenir des pépites politiques, ça, tu vois. Et ça, en vrai, ça met la patate, ça met la chauffe, et on se dit que c'est très loin d'être perdu. Et d'ailleurs, c'est tout le rôle là des médias et de l'avalanche qu'on est en train de subir, c'est de nous faire croire que c'est perdu d'avance. Oui, c'est faux. C'est d'essayer de vraiment nous mettre dans un mood de se dire de toute façon ça sert plus à rien. Et c'est faux, ils le savent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent autant d'énergie à tenter de nous désagréger. De toute façon, moi j'ai toujours dit que la volonté des médias de taper à ce point sur la FI, c'est clairement juste parce que ça fait peur, tu vois, de voir autant. De voir un parti qui est considéré comme radical, alors que en vrai la FI c'est quand même très Sosdem, ça va quoi, tu vois, ça va, c'est-à-dire que Karl Marx se retombe un peu dans sa tombe si tu dis que c'est pas vraiment. Tu peux pas traiter la France Insoumise d'extrême gauche par exemple. Voilà, c'est ça. Je pense que mon pauvre Philippe Poutou il va mal dormir, tu vois. C'est ça, il va être là, wesh, mon gars, abusé quand même, tu vois. Mais tu sens qu'il y a vraiment une volonté de taper sur ce parti juste parce que justement en fait ça fait du bruit, parce que de voir des femmes comme Rima Hassan, députée européenne, ça fait trembler un peu les murs, mais en même temps c'est important, tu vois. Et après moi j'ai pris aussi un peu un petit plaisir, parce que j'ai vu qu'il y avait même des gens du NFP, notamment tu vois chez les Verts ou quoi, qui en fait étaient en mode moi en fait ma fille elle a pas voté pour les Verts, elle a voté pour Rima Hassan, et j'étais là la jeunesse elle est beaucoup plus déterre et peut-être plus radicale dans le bon terme comme tu le disais, parce qu'en fait ce qui se passe autour de nous c'est tellement violent, c'est tellement grave, et on sait même plus où donner de la tête, tellement tous les 4 matins on est complètement perdu quoi, tu vois. Est-ce que tu as l'impression que le fait que toi t'aies été élu député, ça a donné de la visibilité dans le sens positif à la jeune garde, et qu'il y a eu beaucoup plus de mobilisation au sein de cet orga quoi? C'est difficile à estimer parce que en fait on a toujours, enfin encore une fois c'est pas pour nous mettre sur un piédestal, mais on a toujours vécu une ascension avec la jeune garde. Du coup c'était une étape supplémentaire. On a toujours fait que grossir entre guillemets, tu vois, d'un point de vue, on a mis en place le porte-parole en 2021, on a eu comme ça tout un tas d'étapes, on s'est dit à chaque fois faut monter en gros, parce qu'il y a trop d'enjeux à faire connaître l'antifascisme et qui reste pas cantonné à ce qu'on sait faire déjà. On a eu sans cesse ce souci à la tête, du coup oui je pense qu'il y a eu une élévation entre guillemets de ce point de vue là, ça nous vaut aussi du coup plus de répression et plus d'attention de la part de l'État. Après on est avec le ministère de l'Intérieur qui tente de nous dissoudre, mais sinon oui je pense qu'il y a eu effectivement beaucoup plus de conscience sur ce qu'est l'antifascisme. Enfin moi je me suis mis à faire là des formations à Avignon dans tout un tas de secteurs, parce que moi je pense que la formation politique, et quand je dis ça c'est pas un mauvais terme, c'est vraiment qu'on doit se former collectivement pour affronter aussi la période, parce que le but de nos ennemis en face c'est de brouiller les pistes, c'est qu'on n'y comprenne plus rien à ce qui est en train de se passer. Je pense que la Palestine c'est le meilleur exemple de brouillage de ce qui est en train de se passer, de propagande à toute échelle, etc. Et le but c'est surtout qu'on n'y comprenne plus rien. Et donc pour ça, encore une fois, on a besoin d'avoir des gens qui ont une capacité à comprendre ce qui se passe et à relativiser sur la situation. Et pour ça, on a besoin de discuter, de se former. Bref, tout ça pour dire que sur Avignon, j'ai beaucoup discuté d'antifascisme, parce qu'il y avait plein de gens juste qui n'avaient pas les éléments sur compréhension de ce que c'était le fascisme, du coup quelle réponse, même etc. D'avoir peut-être cette idée que c'est hyper radical dans le mauvais sens, alors qu'en fait c'est juste être contre le fascisme, c'est censé être la base de tout, je sais pas. Et de ce point de vue là, si je pense que ça nous a beaucoup aidé, forcément ça participe à une forme de légitimité d'une part et de visibilité, du coup de fait. Des fois non voulu, parce que vu l'axe qu'ont pris les médias, ça nous arrange pas forcément à un certain point de vue, mais en tout cas de visibilité c'est une certitude. Ouais, et comment tu vois l'avenir par exemple pour la jeune garde, parce que là il y a le truc de dissolution qui est potentiellement demain, et du coup demain vous allez savoir si c'est dissolu, et c'est pareil pour l'urgence Palestine, c'est demain aussi. Ouais, en conseil des ministres, et le ministère de l'Intérieur va l'inscrire à l'ordre du jour demain. Est-ce que ça va être le cas, on sait pas, parce qu'il y a plein de choses, et aussi il y a plein de choses qui se jouent en interne. Il faut bien se dire que à travers ces dissolutions, il y a aussi
un enjeu politique de l'agenda de Retailleau pour gagner ce congrès. Bon, il y a plein de choses qui jouent, mais potentiellement demain. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va se battre devant le Conseil d'État. Ce qu'avaient fait les soulèvements de la Terre, ce qu'ont fait d'autres organisations aussi qui ont gagné. Donc, nous, on s'inscrit un peu là-dedans. Et puis, les motifs de dissolution, à la fois pour nous et aussi, je pense, aux camarades d'Urgence Palestine. En fait, il y a vraiment c'est vraiment cette volonté d'effacer tout moyen de lutter en fait sur le terrain, que ce soit Jeune Garde, que ce soit Urgence Palestine. C'est vraiment essayer de briser tous les trucs qu'il y a pour encore une fois démotiver les gens. Exactement. Mais c'est comme avec les manifestations, au final tu te fais gazer, t'interdis les manifestations pour la Palestine, du coup les gens ils vont moins parce que forcément quand tu fais 2 manifestations, que tu te fais gazer, t'es en mode franchement frérot, un peu la flemme, et du coup c'est vraiment cette volonté de faire peur. Maintenant il y a aussi ce truc de comment... Moi, je pose cette question par rapport à mon échelle, tu vois, et comment aussi on peut mobiliser les gens. C'est pas parce que, même si demain la Jeune Garde est dissolue, qu'on doit abandonner et qu'on ne doit pas recréer d'orgas. Et comment on peut soutenir aussi la Jeune Garde, comment on peut soutenir Urgence Palestine. C'est des questions qui sont importantes, quoi. Déjà, j'invite tout le monde à partager un maximum tout le travail qu'on peut faire, quand on relaie des choses, etc. Alors, que ce soit la Jeune Garde, l'Urgence Palestine, mais même toute initiative antifasciste ou de nos luttes de façon générale. Là de toute façon il va y avoir une bataille devant le Conseil d'État. Nous on pourra, alors moi en tant que député vous vous doutez que je vais pas me gêner, mais en tant qu'organisation on pourra un peu moins s'exprimer, même si on pourra ça sera plus difficile parce que on sera quand même dissous par décret et du coup c'est un recours qu'on porte devant le Conseil d'État. Donc en attendant on est officiellement dissous, donc on aura moins de force d'action. C'est pour ça que j'invite tout le monde à partager un maximum, à venir relayer, à venir faire de la pub, encore une fois que ce soit pour Urgence Palestine ou pour nous, parce que ça s'inscrit dans la même continuité, le même agenda, parce qu'on en aura besoin, parce que dans le Conseil d'État, évidemment c'est une décision juridique, mais comme on le sait, le juridique il est aussi influencé par ce qui se passe dans l'actualité. Bien sûr. Et que s'il y a une mobilisation qui est très forte, si on a plein d'acteurs qui nous soutiennent, etc., de fait, ça a des répercussions, ça nous amènera aussi potentiellement à une victoire devant le Conseil d'État. Et si jamais on était quand même dissous devant le Conseil d'État, ce qu'on n'exclut pas, parce qu'encore une fois c'est très arbitraire, hein, on part plutôt confiant parce qu'on se dit que les éléments amenés par le ministère de l'Intérieur sont tellement ridicules qu'on part confiant, mais on n'est jamais à l'abri de les trucs amenés, c'est apologie du terrorisme. Ça, c'est plus pour Urgence Palestine. Ouais. Alors, en gros, tout ce qu'on entend sur les mouvements palestines, c'est attribué à Urgence Palestine. Oui. C'est-à-dire apologie du terrorisme, appel à de l'action violente, antisémitisme. Enfin, vraiment, on entend tout ce qu'on a pu entendre médiatiquement. De toute façon, c'est pas compliqué, les motifs de ministère de l'Intérieur, c'est tout ce que médiatiquement on essaie de nous faire retomber sur les épaules de la part des médias d'extrême droite, type CNews, etc. C'est pareil pour nous. Tout ce que répète l'extrême droite depuis des années, c'est-à-dire de dire que ce serait pas les méchants nazis qui seraient violents, mais ce seraient les antifascistes, c'est ça en gros. Et plus que de la violence pure, parce qu'en réalité, il y a très peu d'éléments pour dire que la Jeune Garde est violente, ils disent qu'on inciterait à la violence. Ça, c'est vraiment ils utilisent comme ça plein d'argumentaires pour dire, et dans les motifs d'incitation à la violence, il y en a un particulièrement qui est complètement loufoque pour dire quand même le peu d'éléments qu'ils ont, c'est qu'une fois à la gare de Lyon, il y a une quinzaine de néo-nazis là, de Zouave Paris. C'est plus ou moins le GUD, qui m'attendaient à la sortie du train. J'ai jamais trop su comment ils savaient que j'étais en train de... Je me suis fait reconnaître ou quoi. J'étais pas encore député évidemment encore à l'époque. Et ils me reconnaissent en tant qu'antifasciste. Et je les vois à la sortie du quai, je fais bon allez, tant pis ils sont là, je vais me les farder mais vas-y je sors du train. Ils arrivent avec casqué et tout, machin et tout. Ils commencent à me filmer et tout. Je fais les gars, on est dans une gare, c'est comment, tu vois. Puis je suis tout seul, en gros, venez attendez un peu. Bon, ça évidemment, ils le disent pas dans la vidéo, mais je fais attendez un peu et il n'y a pas de problème, tu vois. Là, je suis seul, vous venez à 15, vous faites les marioles, tu vois. Bon, bref. Un peu. Franchement, pas de dignité en plus. Et bon, il y a des militaires qui voient que ça commence à s'embrouiller, ils sont plusieurs autour de moi, etc. Donc les militaires, ils font aller. En gros, eux, ils cherchent pas à savoir ce qui se passe, mais ils cherchent juste à. Ouais, à ce que vous dégagez, quoi. Voilà, en mode vas-y, barrez-vous. En fait, j'avais pas vu, donc ils étaient 6-7 à ce moment-là, et en fait, il y en a d'autres dans la gare. J'avais pas cramé. Ils t'ont fait un guet-apens, je suis mort. Et en fait, ils sont plusieurs dans la gare et tout, et moi, je suis au téléphone, je suis en mode. S'il vous plaît. Les frérots là, venez parce que seul. Tendu, on va sortir de la gare seul. Je veux bien être un peu, des fois un peu limite et tout, mais là c'est vraiment choquant. Et donc, et au moment en fait où je passe un coup de fil, etc., je me retourne et boum, je prends un coup de barre en fer, je sais pas ce que c'est. Il y a un espèce de vieux bourgeois en plus de mes fesses là, qui me met un coup de canne par derrière, du coup je me dis, tu fais quoi et tout machin. Donc là je me rends compte que c'est un nouveau 3-4, donc là je gueule et tout, je fais allez venez là, machin et tout. Et là donc il y a les gens qui paraît qui les reséparent et qui les font se barrer. Et bref, donc j'ai l'arcade en sang et tout machin. Et en fait, je me filme, je fais une vidéo en mode bon, voilà, parce que je suis porte-parole, donc je suis obligé de relayer. De toute façon, je sais qu'ils vont communiquer dessus. Je fais voilà, je vous explique le truc, je viens de me faire attaquer, machin.
j'ai rien de faux dans la vidéo, hein. Je dis juste, il y a des néo-nazis qui m'ont attaqué et tout, et on voit que je suis en sang et tout sur la vidéo et tout. Le ministère de l'Intérieur a mis ça comme truc dans les motifs de dissolution pour dire que la vidéo que j'ai faite, le fait que je me montre en sang après une altercation avec des militants d'extrême droite, ça peut inciter à la vengeance, et donc en ça c'est de l'incitation à la violence. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. En vrai c'est une dinguerie, ça veut dire toi tu te fais taper, genre tu te fais hagar, et en plus on dit tu incites à la violence alors que c'est toi qu'on a hagar. C'est lunaire. C'est lunaire. Mais en fait c'est toujours placer l'échiquier de la violence de l'autre côté. C'est vraiment par exemple les personnes qui vont être pour la Palestine et pour la libération du peuple palestinien, c'est vous qui êtes violent, c'est vous qui êtes raciste, c'est vous qui êtes raciste, c'est vous qui machin, mais en fait en face on a un peuple qui est en train de se faire décimer. Enfin frérot, s'il te plaît, remets les pendules à l'heure. Là tu parles de toi qui sors de la gare, qui est solo, t'es là tout tu te fais taper en plus en lâcheté, genre vraiment de dos, gros lâche en plus. Mais c'est toi en plus qui va, enfin tu vois, c'est vraiment ce truc de toujours mettre la violence de l'autre côté et de faire passer la violence, qu'elle soit physique ou verbale, quand elle vient de nous, comme étant la violence suprême, alors que la violence elle vient de la part de l'État en fait, tu vois, et qu'on répond juste à cette violence avec tous les moyens qu'on peut avoir et avec le peu de moyens d'ailleurs qu'on a, parce qu'on en a pas énormément en vrai. C'est aussi l'inversion de la culpabilité. Après, est-ce que tu culpabilises de t'être fait taper? Franchement je pense pas, tu vois. Et puis d'avoir fait découvrir des nazis aussi, jamais caché, hein. Oui, voilà. Je veux dire, moi c'est aussi une fierté d'avoir fait courir des nazis à plusieurs reprises, que ce soit autour de manifestations lorsqu'ils cherchaient à attaquer, etc. Je m'en suis jamais caché. C'est d'ailleurs ce qui m'a valu très certainement ces fameux fichages en renseignement. Oui. Donc non, je culpabiliserai jamais de courir après un nazi. Et c'est une fierté, je vois ça comme une médaille. Mais voilà. Moi je suis assez d'accord, je pense que c'est même le plus important. Et on va finir avec une ou deux petites dernières questions parce qu'il faut pas trop que tu tardes. Les députés ont des agendas beaucoup plus bookés que les streameuses au chômage. Franchement, pour avoir travaillé tout mon militantisme, t'as les réunions le soir, tu fais tes collages, t'as des trucs à gérer juridiques, machin. Je me plaindrai jamais de mon agenda de député. Pour moi, c'est la même chose, sauf que là aujourd'hui, je suis dans une situation plus confortable aussi financièrement, même si vous vous doutez que ça participe aussi beaucoup à la lutte. Bien sûr. Mais je suis dans une situation qui est très loin d'être à plaindre. Voilà. Ouais, non, mais donc ça, l'agenda est costaud, mais l'agenda est costaud même là ce que tu fais, etc. Je sais que ça prend du temps, je sais que ça prend de l'énergie, donc c'est un plaisir. Bravo à toutes les personnes qui se mobilisent à tous les étages, encore une fois. Voilà. On peut savoir ce que tu as dit à l'oreille de Jordan Florentin. Ah, ça c'est mystère. J'avais oublié cette phase. Non, moi je voulais juste te poser une dernière question par rapport au rap, parce que t'as vraiment grandi aussi avec la culture rap, hip-hop et tout. Est-ce que le rap t'a permis de t'influencer politiquement? J'avais vu la phase où t'avais cité Duroff à l'Assemblée nationale, moi j'avais trouvé ça incroyable, qui ensuite avait retweeté, moi j'étais vraiment en mode c'est trop beau en fait, ça permet aussi de... J'étais au concert la veille en plus pour ça. Les pires finalement, tu vois, vraiment les pires des pires au concert de rap, les Oriens. Les équipes de fous qu'il y a au concert de rap. Franchement, pour le coup, des concerts de rap, on en fait, tu vois. Il y a du lambda et tout. Les équipes du concert de Rof. Non, mais Rof, c'est. Ah ouais, là, tu vois les Oriens, tu vois. C'est particulier. Franchement, c'est très. Après, Rof, moi, fan de fou, tu vois. Mais Rof, période fitna ou le code de l'honneur? Code de l'honneur. Ouais, j'ai un peu du mal avec les. Mais du coup, vous avez streamé fitna ou pardon, c'est la blague. C'est marrant parce que les gens ils hallucinent, tu vois, comme à la fête de l'humain, évidemment, bon, ça je l'ai fait cette année, etc. Et j'ai croisé, j'ai toujours fait, mais j'ai croisé du coup des gens dans les pogos sur Calage Criminel, un peu bien sûr. Et les gens ils sont en mode, mais non, il y a un député, tu vois. Je fais, mais ouais, vous croyez quoi, tu sais, genre. Bah oui, classique. Après, je trouve que c'est trop incroyable aussi de mettre cette culture sur le devant de la scène, cette culture qui a tendance à être de plus en plus dissolue parce que forcément elle appartient au major, parce que les gens osent de moins en moins prendre position et tout, que toi t'arrives avec ce parti pris de te dire moi j'écoute du rap, moi je vais aller au concert de Calage Criminel, tu vois, à la fête de l'UMA. En plus c'était TB, il y avait des gros posters libérés, Georges Abdallah, tu vois, des fumigènes de partout et tout. C'est incroyable le concert. Et tu vois, à côté d'être en mode voilà, moi je vais citer Rof à l'Assemblée nationale, mais comme Mathilde Panot avait cité du Médine aussi, tu vois. Et je trouve que c'est trop impressionnant d'arriver enfin à mettre un peu d'honneur sur cette culture et à se la réapproprier en se disant elle peut être politique et elle a une force politique, quoi. Parce que je sais plus ce que tu as utilisé comme terme, mais tu as dit d'assumer qu'on écoute cette musique, etc., qu'on a été influencé. C'est pire que ça, c'est que moi mes leaders politiques c'est des rappeurs et des rappeuses, tu vois. Enfin en vrai faut être très lucide par rapport à ça. Moi les premières personnes qui m'ont vraiment chauffé, qui m'ont mis la chauffe, qui
qui m'ont aussi convaincu de m'engager politiquement aussi, dans un sens, ça peut prendre n'importe quelle forme, mais c'est les rappeurs et les rappeuses. Et je peux en citer des tas, alors évidemment il y a Ayam, la Funky Family, Demi-Portion, Medine, Kerry James, Youssoupha. Qui prétend faire du rap sans prendre position finalement. Voilà, Kenny Arcana moi aussi qui m'a énormément marqué. Bref, tout un tas d'artistes, et c'est pour ça que l'affaire Medine, enfin, il n'y a pas une affaire Medine, mais le moment où il était sous le feu des polémiques, voilà, il s'est fait lâcher aussi par une partie de la gauche, etc. Oui, notamment ça a été vécu comme une violence. Mais c'était. Franchement, moi, Medine, c'est un de mes. Je sais pas comment dire, moi, si demain Medine se présente à n'importe quoi, je sais pas quoi, je suis son soldat, tu vois. Bah ouais, de fou. Parce que c'est eux et elles, nos. Bien sûr, mais oui, c'était ELV qui avait dit qu'ils allaient surveiller Medine. Ouais. Et il leur a très bien répondu, parce que là il a sorti un son, il a dit: ce que je peux te dire sur le camp des Verts, c'est que c'est pas Richie et Golo. Et moi je me suis tapé une barre, je me suis dit la balle est réelle, tu vois. La balle est réelle. Et oui, Medine il a subi. Pour moi, c'est le rappeur qui a le plus subi. Après, t'en as d'autres comme Ministère Amer et tout qui ont même pas pu tenir. Mais en tout cas, celui qui a le plus tenu sur la longueur, qui est un peu mainstream quand même, tu vois, bah c'est Medine finalement. Et lui, il a pris vraiment tarif, que ce soit par l'extrême droite, que ce soit par la gauche, que ce soit par tout le monde. Après. Moi, j'entends dire qu'il va se présenter à la mairie du Havre, c'est ce qu'il veut depuis longtemps. J'espère, tu vois. En tout cas, moi, j'irai faire campagne un moment. Ah bah oui, c'est sûr. Enfin, sauf si ça lui porte préjudice, hein, mais. Bah, je pense pas, parce qu'il a assumé son soutien clairement à la jeune garde et tout en plus. Mais du coup, je trouve que c'est impressionnant de voir à quel point le rap peut aussi nous engager. Moi j'ai grandi avec Jams, j'ai grandi avec Cynic, et c'est aussi ça qui m'a politisé. Avec Medine, c'est l'artiste que j'ai le plus écouté, je pense, dans toute ma vie, et c'est ça qui m'a vraiment le plus politisé, en plus de ma daronne qui était là: oui, tu es une sale arabe, il faut que je travaille 2 fois plus et que t'ailles voter. Et du coup, est-ce que tu penses que le rap a gagné ou pas? Question difficile, parce que déjà à gagner sur le plan qui est devenu hégémonique au niveau de son auditoire, etc., c'est une certitude. Je veux dire, c'est incontestable. Aujourd'hui, le rap est la musique la plus écoutée. Quand tu vois, d'ailleurs ça dégoûte, mais même des racistes écouter Bien sûr. du Jul, etc., ça rend fou. Mais bon, en tout cas, il est devenu hégémonique dans ce point de vue-là. Après, est-ce qu'il n'y a pas perdu des plumes? C'est toute la question. À finalement jouer aussi les codes d'un système capitaliste, on peut le dire. Hein. Bien sûr. Il y a beaucoup de rappeurs d'ailleurs qui ont posé la question dans leur son, de façon plus ou moins offensive. Kenny Arcana a beaucoup travaillé sur ça, Kerry James aussi évidemment, qui questionne beaucoup le rap. Moi j'aime bien ces rappeurs qui questionnent le rap aussi. Bah, il leur a mis une petite tatane là en plus, aux flammes, j'étais un peu heureuse quand même. Je sais pas s'ils ont compris, mais moi à la fois ça fait plaisir. Moi j'aime bien quand des rappeurs, et à la fois faut pas non plus s'enfermer dans un truc de pureté non plus dans le rap. Et ça, pour le coup, je rejoins j'avais vu aussi une interview de Kenny Arcana qui parle de ça, parce que il y a le journaliste qui lui dit: ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre Jul et Kenny Arcana, genre entre un rap très politisé et Jul qui est beaucoup plus mainstream, du coup, moins conscient dans un sens, etc. Et Kenny Arcana, elle dit: en fait, moi je suis pas là pour donner qui ou non un droit d'être rappeur. Et elle dit: moi j'écoute du Jul, tu vois. Et puis même pour moi, Jul il est grave politisé, hein, parce qu'il y a quelque chose de très classe en tout cas. Il y a un rapport de classe incroyable, mais même dans certains de ses sons, hein, il le dit. Un peu comme la Funky Family, je trouve. Exactement, même dans plein de ses sons, il dit c'était quoi? Il dit une phrase en mode le gouvernement respecte pas le peuple, tu vois. Alors c'est très bateau, tu vois. On s'accroche aussi à la phrase dans l'album qui a machin. Ouais, de fou, mais parce que, alors déjà pour moi, le rap, on a tendance à vouloir l'assigner absolument à gauche, alors que c'est pas forcément le cas en fait. Hein, t'as des mecs qui peuvent avoir des pensées hyper réac, qui sont hyper libérales et qui font du rap depuis toujours. On a aussi envie de s'approprier un peu ce truc là, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est pas aux rappeurs, comme tu le dis très bien, de donner des gages de qu'est-ce qui est gauchiste ou pas, quel rappeur doit faire ci ou ça. Mais par contre, nous en tant qu'auditeurs, on peut aussi questionner quel type de rap on va écouter, pourquoi c'est plus ce type de rap qu'on va mettre en avant. Quand on dit que le rap n'est plus engagé, c'est pas vrai, parce qu'on parlait de Calage Criminel, on parlait de Medine et tout, mais c'est pas eux qu'on va mettre en avant, tu vois. Donc à nous aussi en tant qu'auditeurs de faire un peu preuve de curiosité par rapport à ça, quoi, tu vois. Après l'engagement de Jul, en tout cas l'engagement de Jul, ma gueule, il rassemble beaucoup plus que des mecs comme Medine à l'heure actuelle, factuellement, tu vois, genre, et ça c'est aussi une réalité, même s'il est moins politique, dans son rapport de classe sociale, il représente tout le monde, tu vois, qui est hyper important. Et je pense qu'on a fait un peu le tour.
j'ai pas envie de te mettre en retard. On n'a encore pas trop à l'amour. Est-ce que vous avez une dernière petite question à poser à Raphaël? Je pense que je vais vous la laisser, celle-là, je vais vous laisser la dernière question. J'ai vu qu'il y avait plein de questions dans le chat, je suis désolée, j'ai pas eu trop le temps de lire de fou. En tout cas, merci beaucoup pour les subs, merci de m'avoir souhaité mon bon anniversaire. J'ai bientôt 30 ans. Est-ce qu'il m'a souhaité joyeux anniversaire? Non, mais c'est pour ça que je ne voterai plus jamais à la FI. Je ne savais pas en arrivant. Dès que je l'ai su, je le souhaitais joyeux anniversaire. Mais j'aurais pu ramener quelque chose. En plus, j'ai eu droit à des fraises. Ouais. Les amis, elles sont incroyables. Franchement. Tartin bonne. Et voilà. Tu penses quoi de l'offensive transphobe qui est en cours? Bah, ça fait partie de tout l'arc actuellement réactionnaire. Alors après, la particularité, je trouve, de la transphobie, c'est que ça permet en fait de réaffirmer toutes les LGBTI-phobies de façon générale et aussi l'antiféminisme. Oui. C'est-à-dire qu'à travers la transphobie, c'est pas que s'en prendre aux trans, parce qu'il y a une faculté pour l'extrême droite à chaque fois de isoler des personnes qui sont les plus opprimées, entre guillemets, dans une situation donnée, pour derrière pouvoir porter des coups sur toutes les personnes finalement qui subissent aussi un système d'oppression. Donc en fait, ce qui se joue dans la lutte contre la transphobie, encore une fois, je suis pas le plus à l'aise avec ces questions, le plus formé, etc., pas le plus engagé, c'est pas là où je prends le plus position, mais de ce que j'en ai compris à travers toutes les discussions que j'ai pu avoir, c'est que c'est vraiment un cheval de bataille derrière, d'une part évidemment en premier lieu les personnes trans, mais toutes les personnes LGBTI ou de femmes. De toute façon, je pense que dans toutes les trucs d'oppression, moi je pense à Frantz Fanon qui disait tendez l'oreille quand on parle mal d'un juif, on parle mal de vous, tu vois. Et je pense que ce soit la question de la transphobie, que ce soit la question de l'islamophobie, que ce soit la question de la négrophobie, c'est toujours la même chose. C'est quand on parle mal d'un peuple qui est opprimé, on parle mal de toi, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je crois que c'était Ouria Boutadjak qui parle des beaufs et des barbares, c'est que oui, les petits blancs qui vont voter RN, ils ont l'impression qu'ils vont être sauvés, mais en fait le capitalisme va te baiser la gueule à un moment. Et donc on est beaucoup plus proche en vrai qu'on est éloigné, et c'est aussi tout l'important de lutter à l'heure actuelle ensemble, et à côté aussi, je pense, parce que y a forcément des questionnements que certaines personnes ne vont pas comprendre. Le but c'est juste d'arriver à se respecter malgré le fait qu'on ne se comprenne pas, quoi. Moi, d'après nous, ce sera vous, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Raphaël. Mais merci à toi. Encore un très bel anniversaire. Merci la famille. Un peu. Ouais, franchement, j'ai kiffé. Ouais, ça va, t'as passé un bon moment. Et je pense que tu participes à rendre la gauche plus glamour pour reprendre. J'essaye. Passer ce moment et franchement, ça fait plaisir. Merci. C'est ce qu'il nous faut dans la période là. Merci la famille, merci le chat. Nous, on se retrouve demain. On va fêter notre anniversaire demain ensemble. On va parler tranquillement. Il y a eu beaucoup de trucs ces derniers jours. Il s'est passé beaucoup de choses, donc on va avoir le temps de se poser. Merci encore, Raphaël. Merci, Jeff. La petite promo. Vas-y, dis. Et en plus, j'ai Jeff qui gère ça, mais on a lancé une chaîne Twitch. Oui, spammer. Est-ce que mes modos peuvent spam la chaîne? Peut-être vendredi soir, on va faire un live en direct de l'Assemblée. C'est vrai? Ouais, incroyable. Donc n'hésitez pas à... Regarde, tu as mince, Raphaël. Donc n'hésitez pas à spam la chaîne de Raph. Et peut-être que je te ferai un raid, du coup. Franchement, ça régale. Comme ça, au moins, t'auras tous les petits draps pirates qui seront là. Merci la famille, prenez soin de vous. On se dit à demain, Inch'Allah. Merci encore, Raph. Merci à toi. Et puis, voilà, salam. Ciao, ciao, ciao. Ciao.